Salut, bienvenue sur le podcast Équilibre et Performance, le podcast qui t'accompagne à en apprendre davantage sur toi et tes habitudes afin de déterminer les différents aspects que tu as envie d'améliorer dans ta vie, comme ta situation professionnelle, ta situation alimentaire, sportive, ta productivité et j'en passe. Et quoi de mieux que d'écouter des gens qui ont réussi à implémenter de manière durable la majorité de ces aspects. Si tu souhaites améliorer un de ces aspects et trouver un équilibre dans plusieurs d'entre eux, tu es au bon endroit. Dans chaque épisode, je te propose des discussions inspirantes, des conseils pratiques basés sur mon expérience personnelle et également sur les témoignages de personnes qui passeront sur le podcast. L'objectif est de répondre à certaines de tes interrogations et de t'aider à mettre en place des stratégies pour trouver plus d'équilibre dans ta vie. Et pourquoi pas atteindre la performance si tu en reçois le besoin. Tu retrouveras des épisodes solo où je te partage mes réflexions et conseils ainsi que des interviews passionnantes avec des invités de tout horizon. L'essence même de ce podcast est d'apprendre davantage et d'évoluer ensemble. Ensemble, nous explorerons comment développer une vie équilibrée tout en recherchant la performance, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sportif. Si tu te sens concerné par cela, je t'invite à t'abonner, écouter la présentation du podcast et à me laisser une review de 5 étoiles si tu apprécies ce podcast. Tu peux également retrouver le compte Instagram de ce podcast qui est tout simplement équilibre-ET pour performance. Ou la version du coup YouTube sur équilibre et performance-podcast directement donc sur ma chaîne YouTube qui te permettra de voir, on va dire, largement plus ma tête que par rapport à un audio. Allez, salut. Bonjour Fanny. Salut. Bienvenue sur le podcast Équilibre et Performance. Donc, merci pour l'invitation. Tu es la première invitée du podcast et en plus en présentiel. Donc franchement, on fait les choses bien là pour le premier épisode. On fait les choses bien. Le son, le record est incroyable en vrai. Ça fait bizarre. Surtout pour moi, donc. Parce que moi, ça fait. Ce que je te disais, c'est que ça fait 9 mois que je fais des podcasts. Ouais. Jamais j'ai eu ce setup-là, vraiment. Ouais, bon, après, là, logiquement, je crois qu'on a les micros, les meilleurs. Enfin, pas le micro, le casque, c'est le meilleur du marché. Genre, tout le monde a ça. Ok. C'est le DT 770 et tout, genre vraiment qualité au top. Donc, je note. C'est pour ça qu'il y a le record et tout. Donc, voilà. Donc, pourquoi Fanny? Donc, tout simplement, parce qu'en fait, Fanny, je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Donc, grâce à Instagram et à une belle publicité ads que tu as fait. De ouf. Qui t'avait fait bien marcher d'ailleurs ton réel. Ouais. C'est comme ça d'ailleurs que je pense que ça t'a bien fait connaître et tout. Un peu, franchement, voilà. Cette pub-là, elle a fait presque 300 000 vues, je crois. C'est ça. Et il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de trafic sur mon profil. Ouais. J'ai eu des bons retours aussi et ça a permis à plein de personnes de me découvrir et de se lancer aussi dans un suivi. Donc vraiment très naturel et tout, la vidéo. Donc ça fait du bien et tout. Et puis du coup après, je me suis clairement abonné à ton compte. Ok. Et puis en vrai j'aimais bien et tout, je suis plus très power mais forcément j'ai un peu le côté power d'avant donc genre en vrai c'est hyper intéressant et puis t'as le côté diététique aussi, ouais, surtout ton sport c'est le power en principal, ouais, mais je suis en train de switcher un petit peu. Ouais, t'inquiète, on va switch. Je pense qu'on a switch au même moment tous les deux. Ça fait quelques temps là, donc pour commencer, j'aimerais bien un peu savoir du coup d'où tu viens, même si j'ai fait mes petites recherches. J'ai quelques notes précises que je te l'ai pas dit, parce que t'allais me dire mais il est fou et tout. Okay. J'ai juste vu le compte LinkedIn. Ouais. Ça fait quelques Paris Cité, groupe Adonis. Ouais, en gros, j'ai fait mes études de BTS diététique directement après mon bac. J'ai fait un bac économique et social, donc rien à voir avec les sciences. Ouais. Mais en fait, je me suis passionnée pour la nutrition en terminale. Okay. Donc j'étais déjà lancée dans le ES, donc je pouvais pas switcher en scientifique ou autre. Mais par contre, je savais que je voulais faire absolument un BTS diète après mes études. Donc je me suis lancée directement. Je suis partie de chez mes parents, donc j'ai fait 2 ans à Nantes pour mon BTS diète. J'ai fait 1 année en présentiel et 1 année à distance, parce que mes 2 années d'études sont tombées pendant le Covid, en gros. Et après, du coup, j'ai fait 1 année un petit peu de transition après mon BTS, parce que je l'ai eu directement au bout des 2 ans. Et c'était une année où je me formais un petit peu en ligne, donc avec l'université à Paris, avec un diplôme universitaire. En ligne ou alors, il y a eu 2 cours en présentiel et tout le reste était en ligne et l'examen en présentiel. Donc, c'était une année vraiment chill. À côté de ça, j'ai aussi fait la formation bayésienne en même temps. Donc, j'avais un double cursus, on va dire, en 3e année. De Antoine Fonbonne. Exactement. Et franchement, j'avais bien aimé cette année-là, parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour faire beaucoup de power, justement. Et après, je me suis vraiment lancée officiellement à mon compte, du coup, en 2022. Ok, top. Donc, ça s'est enchaîné très vite. Ouais. Donc une horizon de quoi, de 2 ans, 2 ans sur tout ce qui s'est passé par rapport au BTS. Franchement, le BTS, j'avoue, c'était long. C'était long, c'était dur. En plus, il y avait le Covid, beaucoup de stress, beaucoup de stages à trouver dans une situation où
personne prenait de stagiaires. Enfin, moi, je voulais faire un stage dans une salle de sport, dans une grande entreprise ou dans une grande association sportive, parce que je voulais absolument me spécialiser chez le sportif. Et en fait, j'ai dû faire mon stage en Biocoop parce que c'était les seuls supermarchés qui étaient ouverts et tout, où je pouvais quand même un minimum faire ce que je voulais. Donc, c'était très compliqué. J'ai pas pu aller au bout de tout ce que je voulais faire en fait pendant mes stages. Pareil, j'ai galéré à trouver mes stages. Bon, on galère tous, mais là, pendant le Covid, c'était vraiment très particulier. J'ai commencé mon premier stage sans avoir le deuxième, alors qu'il fallait les 2 stages pour valider l'année et tout. Enfin, j'étais vraiment pas sereine. C'est comme ça que ça se passe pour ton BTS. En tout cas, c'était d'avoir les 2. Tous les stages sont obligatoires. Il fallait avoir les 2 d'affilée avant l'heure. Avant la fin de l'année scolaire, Et 2 d'affilée, en gros, il fallait que tu signes limite les 2 contrats avant même de commencer le premier, en gros. C'était un peu ça. Nous, ils nous forçaient. Sinon, tu pouvais pas, quoi. En première année, ils nous disaient si vous trouvez pas votre stage en deuxième année, enfin, si vous avez pas votre stage en début de deuxième année, vous allez jamais trouver, vous allez être obligé de redoubler. Donc, on avait des profs qui étaient très motivants. Mais ils disent tout ça, en vrai, mais je pense que c'est pour nous mettre la pression. Pour te mettre la pression, et puis, honnêtement, ça dépend un peu de, si je peux dire, on va dire, ta grinta un peu. Donc, vraiment, de ta motivation à trouver quelque chose, parce que, moi, j'en parlerai solo et tout ça, mais genre, moi, j'ai galéré à trouver une alternance. Okay. Et je me suis pas dit je vais quand même trouver une alternance qui va peut-être pas me plaire, parce que je sais pas, je suis exigeant, un petit peu le truc. Non, je suis pas exigeant, mais en mode je voulais vraiment trouver quelque chose qui me plaît, donc j'ai pas hésité en fait à pas commencer l'école, ma première année de M1, donc en fait j'ai fait une année sabbatique. OK. Enfin, une année sabbatique un peu compliqué, je me suis pété la cheville et j'ai travaillé un peu à Intersport, donc voilà. Y a pas la meilleure année de ta vie, je pense. Si, parce que la fin d'année, du coup, j'ai eu le temps avec cette fracture. OK. Pour l'année d'après, de préparer une alternance et tout, et puis ça fait la diff, même si c'est quand même galère. Donc l'alternance, c'est peut-être moins compliqué qu'un stage, parce qu'un stage, t'es pas forcément, t'es un peu rémunéré, mais non, en BTS, on n'est pas rémunéré en BTS. C'est des stages de 5 semaines, 10 semaines. Donc en fait, on sait qu'on va devoir se donner à fond pour ne pas être payé, pour ne pas avoir un grand rôle dans l'hôpital ou là où on est. Bonne note. En gros, c'est ça. Après, j'avais des super bonnes évaluations. J'avais eu 18 et 16 sur mes 2 stages, donc j'étais là, je yes, ça compte pour le BTS, donc ça rassure. Mais je pense que c'est un peu grâce à ça aussi. Enfin, mon premier stage, typiquement, ça m'a remotivée parce que je suis tombée dans un bon hôpital avec une équipe incroyable. Ils m'ont laissé faire mes premières consultes en autonomie. Enfin, là, j'ai vraiment découvert le métier de diète. Et du coup, parce que, en fait, moi, pour la petite histoire, je voulais faire BTS diététique, donc Parcoursup. J'ai pris, une claque, ça m'a un peu forgé, j'ai fini à la STAPS. OK. Mais du coup, genre BTS diététique, ensuite, l'hôpital, là. Ça se passait un peu comment, genre t'avais ton bureau, t'étais un peu, tu travaillais avec... parce que en gros, c'est un bureau avec plusieurs diètes. Là, c'était une équipe de 5 ou 6, il me semble. T'avais la chef des diètes et t'avais un petit peu tout le monde, et chacun avait son service, en gros. Et du coup, ils se dispatchaient les services, les patients, les consultations. Et on faisait des ateliers aussi, des fois tous en commun, ou 2 diètes ensemble qui font un atelier pour les femmes enceintes, par exemple, ou autre. Et le planning de la semaine, en gros, c'était ça. C'était les patients en chambre et les patients en activité avec les groupes. Et du coup, moi, j'ai animé des groupes, j'ai fait des consultations en chambre privée, j'ai fait des enfants, j'ai fait des personnes âgées, j'ai fait vraiment un petit peu tout le monde. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré dans ce stage, c'est qu'ils m'ont pas dit ok, tu vas juste suivre notre collègue qui gère les femmes enceintes et tu vas faire que les femmes enceintes. Ils t'ont laissé des opportunités de prendre de l'expérience. C'est ça. J'ai fait tous les services en 5 semaines, j'ai fait plein de consultations, j'ai expérimenté même les comptes rendus, me balader toute seule dans un hôpital avec la blouse blanche et mes petits dossiers, vraiment c'était trop bien, quoi. Une kiné ou pour mais vraiment, j'ai tous les médecins qui disent bonjour comme ça. Tu te dis ça y est, mais du coup très très bonne expérience, et surtout il m'avait remotivée à fond, parce que moi j'y croyais plus au BTS en 2 ans. Pour moi, c'était sûr que j'allais redoubler, j'avais des cours en retard à cause du Covid. J'avais pas commencé mon mémoire, on était déjà en janvier-février. Le mémoire, tu dois le rendre, on va dire fin août, début septembre, il doit être fait. Tu te fais l'oral. C'est ça. Donc très très compliqué. Et en fait, là en 5 semaines, j'ai fait plus de la moitié de mon mémoire et tout. Enfin, ils m'ont trop reboosté, ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont corrigé. Et du coup, arrivé en 2e stage, qui s'est beaucoup moins bien passé parce qu'il y avait pas de patients, il y avait rien à faire. En fait, là, mon mémoire,
j'ai pu le terminer, j'ai pu faire mes révisions pendant mon stage et du coup ça m'a aussi aidé. Donc en soi, heureusement que le stage était moins actif parce que du coup j'ai pu énormément réviser mes cours et avoir mon BTS en 2 ans. Et je pense que la question du timing, franchement, je me remercie d'avoir bien révisé, d'avoir charbonné à fond, parce que je pense que si j'avais eu 1 an de retard, ma vie elle aurait pas été pareille du tout. Parce que le power il est arrivé pile à ce moment-là, ça a explosé pile à ce moment-là, je me suis lancée pile à ce moment-là. Donc tout s'est bien profilé. Je pense que j'ai eu quand même pas mal de chance à ce niveau-là, au niveau du timing. Et si j'avais redoublé mon BTS ou si j'avais pris une année sabbatique ou autre, je pense que ça aurait été énormément différent. Moi, ça aurait pas été pareil si j'avais trouvé une entreprise. Et puis même, j'avais le choix, par chance, on va dire. Cette année, mon patron, le lundi, je lui envoie ma candidature, mais genre, je l'ai appelé et tout. En fait, j'ai même pas envoyé une candidature. J'ai vu votre numéro, je dis bon, je vous appelle quoi. Et j'avais 2 semaines. Et la semaine d'avant, j'avais 2 oui pour 2 alternances. Ok. Et vendredi, et t'as dû faire et ça, mercredi, il m'envoie vite fait un cas pratique. Vendredi, j'étais ici, dans les bureaux, avec son associé. Ouais, tac et tout, ça va se passer comme ça et tout, si tu es pris, etc. Il m'a dit, ouais, je te donne la réponse en fin de journée. Il me rappelle 1 heure après, j'étais à Ikea à côté. Il me dit, ouais, t'es pris, je sais pas. Elle est trop bien, franchement. Et je regrette pas d'avoir dit non aux 2 autres alternances. Ouais. Et j'imagine même pas si j'avais dit, si lui, il m'avait dit non, et du coup, je devais choisir entre guillemets par défaut. Bah là, ça aurait pas été. Mais des fois, il suffit d'une décision, d'un petit truc. T'as pas voulu refaire une année. Moi, je déteste refaire des années. Donc, c'était compliqué d'accepter un peu ça, même si du coup, j'avais un travail pour mettre de côté. Je me suis dit, je pense un peu, j'ai une très grande vision long terme, donc c'est pour ça que ça m'a pas dérangé. Je pense que c'est important de l'avoir. Peut-être toi, tu l'as eu en mode. C'est maintenant pour que ça se débloque après. Sinon, si je refais une année, je décale. En fait, j'étais tellement pressée de travailler. Autant ça va te défoncer la motivation aussi. Ça peut te tuer par rapport à ça. Là, voilà, c'était charbon. Tac, le power est arrivé en même temps. Je t'ai dit, si je prends le temps pour le power, et c'est un sport qui prend énormément de temps. C'est un peu pour ça, je pense, ça m'a, à un moment donné, c'était un peu compliqué et tout, parce que 3-4 minutes de repos pour 3 reps, ça m'énervait. Je te jure, ah bah, ouais, ça travaille la patience. Ouais, je suis un peu actif, donc bon, le crossfit, ça m'aurait asséché non plus, mais tu vois, genre, c'est pour ça que la musculation est entre les deux. C'est que ça relie les deux et c'est complémentaire, c'est pas forcément. Moi, j'ai commencé par la muscu et j'ai switché sur le power. Ouais, voilà. Bon, moi, j'ai eu le côté un peu Staps. Inverse. Ouais, Staps. Le côté Staps, donc c'était muscu. Et en fait, après, on te fait amener plus il y a des tests, il y a des compétitions, ils organisent des compètes. Compète qui, en fait, est une note. Ouais, c'est ça. T'as vraiment les compètes universitaires, mais après, t'as vraiment la compète, on se fait une compète entre nous avec vraiment les codes de la compète. Donc, de power et d'haltérophilie. En fait, j'ai vu les 2 sports, un peu de crossfit, vite fait, de sport fonctionnel, on va dire. Ouais, ça bombarde, quoi. Et du coup, j'ai vu un peu les 2 facettes et vraiment le power, j'ai adoré la progression. Tu te mets à fond 2-3 mois. Mais genre, c'est fou. Tu te fais, c'est ça, tu te découvres, en fait. Ouais, c'est incroyable. Tu passes tu peux prendre, sur ton total, bon, après, c'est différent, mais ton total, tu peux prendre en 2-3 mois, 30 à 50 kilos pour de la technique. Ah, mais vraiment. De la pure technique. Moi, mon soulevé de terre, d'un mois à un autre, j'avais fait plus 27,5 sur un mouvement, vraiment en 3-4 semaines, quoi. Ouais, c'était le squat, tu vois. Mon corps, il peut faire ça. Non, ouais, mais c'est pour de la technique. J'étais en barre haute sur le jour de l'éval. Le dos qui se courbe, rétroversion du bassin. 2 mois après, je suis en barre basse, plus 20 kilos sur le squat, tu vois. Genre, ah bah oui, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Vraiment, c'est rien du tout. Donc ouais. Et après, du coup, t'as décalé complètement en diététicienne libérale. Ouais, donc, en gros. Alors, comment expliquer ? En gros, j'ai commencé. En même temps. Ouais. Pour le coup, en gros, mon idée quand j'ai commencé mes études, c'était faire du libéral. Ça a toujours été le cas. Et c'est pour ça que le BTS était long, parce qu'en fait, on t'apprend pas à gérer des patients en libéral. On t'apprend à travailler en resto-co, à travailler en hôpital. Ah ouais, et je savais que. Peut-être un master alors. Je t'avoue, j'ai pas poussé les études et tout, mais en fait, même licence pro, on t'apprend à travailler dans des entreprises agroalimentaires et tout, on t'apprend pas à ouvrir ton cabinet. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas continué mes études. Et en fait, du coup, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai directement commencé à démarcher un petit peu autour de moi, à parler que ça y est, j'étais diplômée, donc je pouvais prendre des suivis. Bon, c'était vraiment pas officiel. J'ai commencé avec une ancienne collègue, j'étais serveuse à l'époque en job étudiant. J'ai commencé avec une collègue comme ça, c'était ma première patiente. Après, une copine
d'un pote qui coachait, etc. Enfin, vraiment, ça s'est agencé tout doucement. Et après, je pense que mon réseau et le fait que j'avais déjà un compte Instagram que je développais un petit peu axé power, je me suis fait connaître comme ça aussi. Et directement, en fait, je me suis fait connaître dans le milieu du power. Parce que j'ai commencé le power en même temps que j'ai lancé mes consultes, en gros. Et petit à petit, ça a pris comme ça. Puis après, le bouche à oreille, en fait. Vraiment, moi, c'est comme ça que ça s'est développé de fou. Mais j'ai toujours voulu faire ça et j'avais toujours pour ambition d'avoir mon cabinet qui tournait, de faire tout en visio, de voyager à côté, de bouger, d'être libre, en fait. C'est un métier qui s'y prête. Vraiment, c'est la chance de certains métiers et tout, comme moi le mien et tout, market, etc. Je peux tout faire à distance. En fait, il n'y a pas de contraintes géographiques. Ouais. En fait, je peux travailler tout aussi bien en prenant des personnes en présentiel, mais encore, il y a la contrainte du trajet, du rendez-vous, de ci, de ça. Alors que là, un appel, des messages, voilà, quoi. C'est tellement plus pratique. Mais peut-être, est-ce que c'est quoi à peu près le pourcentage, ou peut-être c'est 100% de distanciel avec un peu de présentiel? Avant, c'était quoi? Moi, j'ai toujours fait 100% en distanciel. Ok. Toujours. T'as pas eu besoin de peut-être avoir ce côté un peu présentiel, genre là tu vois, nous on tournait tout sur le podcast en présentiel et tout, c'est toujours plus intéressant pour la... Ça m'a plus manqué dans le sens où je me sentais très seule. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Déjà que libéral tout court, auto-entreprise. Franchement, ouais, j'ai eu des grosses phases où là pour le coup j'ai vraiment ressenti la solitude, où tout simplement tu passes toute ta journée à travailler, à être au téléphone, à envoyer des messages à 40 personnes et en fait tu coupes ton téléphone, tu coupes ton ordi et là t'es seule, mais vraiment seule et t'es en mode ok, donc là, je viens de parler à 45 personnes aujourd'hui et je me suis jamais sentie aussi seule et genre pas accompagnée, pas soutenue et tout. Et du coup, ça m'a fait vraiment un gros choc perso. Ça a été très difficile à gérer en vrai. Mon année 2023, c'était pas mal ça. Même 2022, ça a commencé un petit peu à pointer le bout de son nez. Et du coup, là, depuis fin 2023, moi, je travaille en duo. Donc, je me suis entourée. Et en fait, ça a tout changé. Vraiment pour, on va dire, mon bien-être au travail. On va dire, ça a vraiment tout changé. Je l'avais noté parce que du coup, on peut la citer, c'est Victoria. Voilà. Ouais. Donc, je l'avais vu vite fait parce que à un moment donné, vous avez fait quelques réels ensemble. Donc, forcément, sur ton compte, ça s'est vu. Donc justement, ouais, tu t'es associé avec elle. Donc, vous avez tous les deux votre partie libérale. Ouais. Et vous êtes complémentaires. Et du coup, un peu, comment ça se passe? Peut-être que toi, t'as plus de facilité du coup niveau communication parce que t'as un compte plus développé que elle et du coup plus d'expérience par rapport à ça. Ouais. Du coup peut-être que tu lui apportes par rapport à ça. Elle est peut-être plus sur peut-être des suivis spécifiques en diététique. Toi t'es peut-être plus axé sport, elle plus moins sport peut-être, je sais pas. Alors pour le coup, Victoria c'est vraiment le même profil. Hein. Elle fait aussi du power. Top. Elle est aussi, elle a aussi son BTS diète. Enfin non, elle a le BUT, enfin le DUT à l'époque. Ouais. Donc même diplôme on va dire, même sport. Elle s'est aussi mise un petit peu à la course à pied comme moi, etc. Enfin vraiment ma jumelle entre guillemets. Et du coup, on pourrait croire qu'on se complète beaucoup, mais en fait on est vraiment pareil, mais avec deux personnalités très différentes. Et c'est comme ça qu'on se complète, c'est avec nos personnalités plus que nos compétences. Et que ce soit pour les suivis patients ou autres, je sais que Victoria, elle est beaucoup plus axée performance, digestion, optimisation, etc. Et moi, je suis vraiment dans l'écoute, dans l'empathie, donc beaucoup plus dans les troubles du comportement alimentaire. Donc, on se partage un petit peu les suivis comme ça. On s'est aussi beaucoup formé, j'ai aussi beaucoup formé Victoria au niveau des troubles du comportement alimentaire. Donc, en fait, n'importe quelle personne qui nous contacte, que ce soit Victoria ou moi, elle sera prise en charge de la même façon. Et on a vraiment développé nos services comme ça aussi, pour que y ait pas de différence entre elle et moi. Alors que effectivement, oui, j'ai peut-être un petit peu plus, je sais pas moi, d'abonnés sur Instagram ou plus de longévité dans ce métier-là parce que j'ai 1 an de plus que Victoria. Mais en soi, ça change rien du tout. C'est deux personnalités différentes. Enfin, du coup, c'est pas comme toi, mais par exemple, elle peut peut-être la patiente ou le patient peut peut-être plus apprécier l'accompagnement de Victoria que le tien et inversement. Et en vrai, c'est hyper intéressant et tout de s'associer avec quelqu'un, surtout vraiment genre si vous avez les mêmes centres d'intérêt au niveau professionnel et sportif et tout. Franchement, tu sais qu'il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre et tout. Genre, vous voulez juste monter ensemble et tout casser. Ah mais t'as tout résumé là. Mais vraiment. Et moi, je le vois avec un collègue et tout que je me suis fait il y a pas longtemps. C'est pas la même qu'avec d'autres personnes, genre en mode t'as vraiment ce côté équilibre et en mode vous poussez vers le haut et vous donnez des tips et il y a pas de genre ouais tu me dois ça, tu me dois ci et puis on communique énormément, vraiment j'ai jamais aussi bien communiqué de ma vie qu'avec Victoria, vraiment. C'est formateur pour la suite. Donc tant mieux, ouais vraiment. Pour le coup, mais j'ai vu vraiment une différence même dans ma personnalité, dans comment j'abordais les choses, dans comment je visualisais aussi le long terme. Enfin vraiment, cette collaboration, elle m'apporte beaucoup, que ce soit professionnellement ou même personnellement, puisque du coup ça m'apprend à communiquer, ça m'apprend à dire un petit peu plus ce que je pense, ça m'apprend à me tempérer aussi, à prendre le temps, à mettre aussi, à structurer aussi beaucoup mon discours.
court, parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Moi, je pars dans tous les sens et je pense que, tu vois, le podcast, il va me faire énormément de bien. Je pense. Et en fait, tu t'auto un peu critique. Ouais. Sans être méchant. Et juste dire les choses à voix haute ou dire les choses à quelqu'un, c'est pas pareil que dans ta tête. Et en fait, ta tête, après, elle se dit, ah, ok, ça c'est un peu bête. Exactement. Ça c'est hyper intelligent. Ça fait le tri. Le subconscient va vite faire le taf. C'est ça. Et ouais, de ouf. Et du coup. Pour le coup, ouais, moi, cette collaboration-là, ça m'a vraiment un petit peu tout changé dans mon métier. Et surtout, ça m'a permis de comprendre que je pouvais le développer aussi. Parce que, en fait, quand j'ai embauché Victoria, j'étais à 65 personnes en simultané en suivi. J'étais dans un état de fatigue. Je voulais trop en parler. Bon, après, j'aurais des cas spécifiques en d'autres invités, notamment peut-être que tu connais Tintin Fit. De nom. Voilà. De nom. L'ami de Robin Baudry, qui a fait Bayessan aussi. Okay. Voilà. Et en gros, je sais pas combien il a de suivi en même temps. Je sais que le plus long, c'est la structure du nouveau patient, la nouvelle patiente. Après, c'est de l'automatisation avec des petits réglages. Mais quand t'as un volume de 50, genre en mode, du coup, un peu, genre ta semaine, c'était quoi concrètement? Je sais qu'il y a beaucoup de travail et tout, ça, voilà. Mais en mode, quel est à peu près ton temps pour une personne, on va dire, quand tu structures, tu vois, le projet avec elle? Alors déjà, moi, tous les débuts de suivi, ça commence par un appel de prise de contact. Si la personne est éligible, qu'elle veut commencer, etc., après, ça passe en première consultation. Donc la première consultation, déjà, l'appel de prise de contact, il dure entre 30 minutes et 1 heure. La première consultation, pareil, entre 30 minutes et 1 heure. Ensuite, moi, il me faut 2-3 jours pour vraiment créer son plan alimentaire, créer son fichier personnalisé, lui envoyer tous les documents. Généralement, en fait, il y a certaines personnes, des fois, je mets 20 minutes à faire leur plan alimentaire. D'autres, je peux mettre 1h30. Plus complexe. Donc ça dépend. La problématique plus de problématiques, plus de préférences alimentaires bien précises ou autres, ou alors un rythme de travail très particulier. Donc c'est pas dans mes habitudes de structurer les journées comme ça. Donc faut que je fasse le test, faut que je vois un petit peu. Entre guillemets un 9h-17h classique. Ouais, et du voilà, coup tu sais que t'as 3 types de repas que tu peux implémenter facile dans la journée, le matin, le midi, le soir. Et là c'est pas du tout le cas, donc je dois moduler, etc. Jeûne intermittent, imaginons, tu fais comment après? Exactement. Voilà, donc ça dépend des personnes, mais on va dire 1 heure. Une bonne heure en moyenne pour tout créer, tout envoyer. Après, il y a l'envoi du mail, la rédaction du mail, on va dire 20 minutes. Donc, chaque nouveau patient, on va dire, il faut 2-3 heures de travail grand minimum. Et après, t'as la première semaine de suivi où la personne, elle va souvent t'envoyer beaucoup de messages, va beaucoup te poser de questions. Suivi WhatsApp 7 jours sur 7. Et puis après, il y a le bilan hebdomadaire. Donc, le premier bilan, pareil, ça dure pas mal de temps généralement. Ça nécessite pas mal de modifications. Moi, je pose aussi beaucoup de questions pour apprendre à connaître vraiment mon patient. Un appel? Alors, c'est plus rare parce que je peux pas appeler tous mes patients tous les week-ends, malheureusement. Mais du coup, on communique beaucoup par vocaux. Moi, je sais que c'est la majorité de mes suivis font des vocaux, des bilans vocaux. Je comprends. Et du coup, voilà, je structure les choses comme ça. Après, je peux faire des modifications de plan alimentaire. On va dire une première semaine de suivi pour quelqu'un, c'est, on va dire, 4 heures de travail pour moi. Et après, sur du plus long terme, généralement, c'est les messages WhatsApp, on va dire 5 minutes maximum par jour si la personne m'envoie des messages. Si elle m'envoie pas de messages, je travaille pas, entre guillemets. Mais j'y pense quand même. Parce que quand j'ai quelqu'un en suivi, des fois, j'y pense et du coup, ça fait quand même une charge mentale. T'as envie de l'aider et tout. Et ouais, tu vraiment. te dis, ou peut-être qu'elle est peut-être un peu moins disciplinée. Du coup, tu te dis, est-ce que ça serait pas bien peut-être un petit rappel sur tout simplement, je sais que typiquement, moi, j'ai beaucoup de cas de troubles du comportement alimentaire. Oui, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font des crises le soir. Et du coup, le soir, j'ai toujours ce réflexe de regarder mon téléphone pour voir si j'ai pas un message en mode ça va pas, ou ça s'est pas bien passé ce soir, ou au contraire, j'ai pas fait de crise ou autre, des détails comme ça. Et du coup, je m'investis, mais vraiment corps et âme, on va dire, des fois dans les prises en charge. Et là, j'apprends à prendre du recul. Ouais. Mais c'est récent, c'est très très récent. Je comprends. Et du coup, ça, même si en soi, j'envoie pas de message ou je reçois pas de message, c'est quand même là, on va dire. Et après, du coup, tous les suivis, tout ça, ça dure, généralement, les suivis, c'est 3 à 6 mois, mais il y en a beaucoup qui prennent 9 mois. J'ai un patient, il m'a contacté en janvier 2022. On est encore en suivi. Et parce qu'il a plein de compétitions, il a changé 3 fois de catégorie de poids, vraiment un gros, un power. Un gros suivi long terme, mais du coup ça montre que là pour le coup c'est pas que je travaille beaucoup moins pour lui, mais ses bilans, il m'envoie tout, j'écoute tout et en fait j'analyse en 5 minutes. Il a du sérieux de son côté et tout, parce que vous avez l'habitude de collaborer, et puis je pense que tu dois mettre un peu aussi une certaine lignée envers ton patient ou ta patiente. Je structure. Je structure vraiment. Moi je m'investis, toi aussi du coup, donc j'ai besoin de ces bilans pour améliorer au maximum la qualité de mon travail. C'est ça. Parce que sinon ça manque et après du coup je vais devoir faire quand même quelque chose pour toi, mais ça sera pas aussi qualitatif. La communication, la
la confiance, s'il y a pas ça dans un suivi, j'arrive à rien. Ouais, même, oui, c'est vrai, dans tout. Moi, je le vois dans mon alternance, je le vois dans les relations sociales en général, tu le vois vite, hein. Mais là, ouais, encore plus dans le pro. Et ouais, comme tu as dit, tu t'es vite spécialisé diététique et power. Ouais. Power, c'est full power tous tes patients, ou tu as peut-être juste des suivis diététiques pour des personnes entre guillemets lambda qui ont une activité physique autre, un sport collectif ou quoi. Franchement, j'ai un peu de tout maintenant, parce que justement depuis ma publicité du mois d'avril, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu aussi. Tu l'as pas axé power. J'ai dit sportif de force. Ouais, voilà. Et en fait, ça a montré un petit peu juste un gain, enfin vouloir développer sa masse musculaire. Sportive. Voilà, globalement, c'était assez général mine de rien, mais ça a très bien pris. Enfin, j'ai eu beaucoup de power aussi. Hein. Je dirais de 2022 à 2023, c'était quasiment 80% power. J'avais que ça. Et depuis 2023, fin 2023, 2024, là, je dirais 50-50. Ok. Et donc, ça te convient? Ouais. Okay. Franchement, j'avais envie d'ouvrir un peu. Ouais, parce que peut-être power après, c'est comme dans tout, tu mets entre guillemets tous les œufs dans le même panier. C'était aussi une stratégie dans le sens où c'est important de se spécialiser. Exactement. Sinon, on peut vite se noyer dans la masse. Et voilà, et vouloir toucher tout le monde. Mais en fait, même d'un point de vue personnel, enfin moi, je pratiquais aussi ce sport à l'époque, et du coup, en fait, j'allais à la salle et dans ma tête, je travaillais à la salle parce que je me dis, il faut que je crée du contenu power. Ah mais oui, mais ça, ok, si je vois quelqu'un qui dit quelque chose sur sa nutrition, hop, je tends l'oreille et je vois si je peux en faire un post après. Enfin, en fait, j'étais non-stop ambiance travail, et même quand je partais m'entraîner. Pour moi, c'était limite pour faire des stories et proposer du contenu et avoir du monde par la suite. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais non, c'est plus tes sportifs de haut niveau et c'est ton travail. Avec les réseaux sociaux et le coaching et tout, c'est devenu un travail, genre en mode c'est ton image, c'est ton corps, donc si ton corps tu perds pas bien, tu vois, t'as en force. Mais je me mettais une pression de fou, même sur mes performances et tout. Enfin, c'était pas sain du tout. Enfin, je prenais beaucoup de plaisir. J'adorais ça. Enfin, c'était clairement une passion. Donc là, on peut dire que t'étais en mode. Mais j'étais en mode travail, quoi. Donc là, par rapport au podcast Équilibre Performance, t'étais dans le côté perf pur. Ouais, clairement. Et là, t'es plus dans un souci il y a tout qui a changé. Il y a tout qui a changé. Ma vision de mon travail, la vision long terme, même mon sport. Enfin, j'ai tout changé. Mon alimentation aussi, mes habitudes générales. Enfin là, vraiment, j'ai eu un gros switch cet été où je me suis dit, mais j'ai pas envie de revivre la même année que 2023. Là, 2024, elle a déjà bien commencé. Ouais. J'étais un petit peu dans le même mood. Je me suis un petit peu trop laissée emporter par le travail et tout. Là, c'est bon. Je prends ma semaine de vacances et je reviens de vacances et je veux plus être la même personne en gros. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et c'est bon après, on peut en avoir tout quand on est en école ou en CDI d'avoir des vacances. Mais quand t'es libéral de pouvoir te dire genre en mode je veux partir prends là. Une semaine par an, pas plus. Bon, le mot équilibre pour le moment. Mine de rien, ça me suffit. Mais t'adores ça, voilà, t'es passionné. Moi, le but, c'est que je sois passionné tous les jours de ma vie, que j'ai pas l'impression de travailler, parce qu'on dit tous la retraite à 40, 50 ans. J'ai jamais vu quelqu'un sur les réseaux dire j'ai réussi et qu'on le voit arrêter. Ouais. Tu peux pas. Parce que c'est ton quotidien, c'est toi, et puis tu partages tellement, ce que tu es, ce que t'as envie d'être. Et les gens autour, que, en fait, des fois, t'es en train d'avoir nous, on peut, soit le podcast, ça peut servir à ça. On peut avoir des discussions professionnelles. Et en fait, c'est juste ton kiff et c'est en fait des discussions personnelles de la vie de tous les jours, tu vois. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant et surtout quand t'as trouvé ta voie et ça pour moi, je trouve que c'est entre guillemets une chance, même si c'est important d'aller la chercher, ta passion, tu vois, d'aller la découvrir. Moi, je l'ai découvert indépendant de moi. Genre, ça arrivait tout seul, quoi, genre en mode. Vraiment, ça t'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain? Ouais, tu vois, genre j'adore la muscu, après tac, bim, boum. En vrai, faire un master en marketing, école de commerce, j'ai toujours un avis assez négatif. Je me retrouve là-dedans, je critique moins du coup, parce qu'en fait, genre je comprends l'intérêt. Ok. Mais je me suis jamais dit que je voulais faire marketing ou quoi que ce soit. J'ai ma carte de coach sportif parce que j'ai fait STAPS, tu vois. Mais j'ai pas encore développé ça. Et en fait, c'est pas pour le moment mon intérêt. Parce que peut-être qu'il y a un physique à aller chercher, parce que maintenant c'est comme ça sur les réseaux, un équilibre à avoir toi pour montrer l'exemple aux gens. J'étais très comment on appelle ça, extrême sur certains points. En fait, ça va à rien. Cette année, j'ai trouvé un équilibre. J'ai jamais eu un aussi bon physique de ma vie, une aussi bonne forme. Ouais, c'est ça, tu te sens apaisé aussi, parce que t'as trouvé ton équilibre, quoi. Ouais, t'as trouvé ton équilibre et du coup. Et en fait, tu retraces un petit peu aussi tout ton parcours et tu dis, ok, en fait, limite, j'ai bien fait de passer par là parce que du coup, c'est ce que je veux plus. On a zéro regret. Franchement, pour moi, on a zéro regret, même sur des choses négatives de la vie de tous les jours.
qui t'ont mis à terre, mais comme pas possible. Et en fait, pour moi, c'est ce que je vais surtout, je vais en parler aux gens comme ça, moi, dans le podcast. C'est les coups bas, on en aura tous à des degrés différents. Moi, j'ai pas eu d'énormes coups de bas dans ma vie, mais ça fait quand même mal parce que c'est mon référentiel. Si un jour j'en ai une énorme problème qui m'arrive et tout, ça va encore plus me taper sur le système. Mais maintenant, après, c'est le switch que tu vas faire une fois que t'as passé cette étape-là. C'est est-ce que je me lamente ou est-ce que genre en mode ça va juste me forger et tu es plus la même personne. Et là, clairement, toi, le fait d'avoir eu 60 personnes ou tu en as peut-être 60 d'affilée actuellement. Non, là, j'ai bien réduit quand même. Voilà, t'as bien réduit. Mais c'est un équilibre à avoir. Et c'est ça, en fait, quand enfin, moi, je sais qu'en 2023, j'ai fait un vrai burn-out et deux autres, on va dire, avec juste les pré-burnout, on va dire. Donc, c'était une année très, très riche en émotions, on va dire. C'était lourd. Franchement, c'était lourd parce que je me sentais seule. Je travaillais énormément. J'avais pas mon équilibre. J'arrivais pas à performer dans mon sport. Je prenais plus aucun plaisir à l'entraînement. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait rien qui allait, alors que, j'avais mon entreprise qui explosait, en gros. Et du coup, j'avais pas l'impression que je pouvais me plaindre, alors que, en fait, si, parce que ça veut rien dire. T'as le droit de te plaindre, et c'est un truc que j'ai lu il y a pas longtemps, c'était genre en mode tu choisis tes regrets. Genre en mode soit t'as le regret de pas avoir développé ton entreprise. Ouais, après, pour le coup, je regrette pas parce que ça m'a appris énormément sur moi, ça m'a appris mes limites. Ouais, voilà, des moments genre que t'as pas partagé avec des gens. Ouais, voilà, je me dis, je suis peut-être passée à côté de choses. On passe toujours à côté de quelque chose à un moment donné, je pense. C'est compliqué d'avoir un équilibre dans tout. T'es jeune, tu performes peut-être dans le sport, après t'es sportif de haut niveau, après tu dois charbonner tous les jours. Charbonner tous les jours, après c'est la famille qui rentre en compte et tout, d'autres projets, tu vois. Il y en a qui se reconvertissent directement parce qu'ils ont vu que ils ont adoré cette phase de leur vie, mais qu'ils allaient pas en profiter après par la suite dans la tranche d'âge qui voulaient profiter pour divers domaines. C'est un choix. Je pense pas que tu le regrettes. Ouais. Non, moi, pour le coup, vraiment avoir choisi par exemple, en 2022, 2023, surtout 2023, vraiment me focus comme pas possible. En fait, de fin 2022 à fin 2023, c'était entreprise. Je parlais à pas beaucoup de monde. Je me suis vraiment mise dans ma bulle. Le focus, c'est hyper important. Et ça a très bien marché pour mon entreprise. Et en fait, j'ai oublié Fanny. Je me suis oubliée moi. Et franchement, j'ai eu du mal. Et en fait, je pensais, parce que j'ai aussi beaucoup voyagé en 2023. Et je pensais que mon équilibre, c'était les voyages, etc. Et que ça me permettait justement. Qu'est-ce que t'as fait comme voyage? Alors du coup, fin 2022, j'ai fait le Canada. Après, j'ai fait la Laponie. Après, j'ai fait la Corée du Sud. Après, j'ai fait il y a 1 an, j'ai fait Sicile et Danemark. Ouais, vraiment. Je voulais tester les cultures. J'ai bien bougé. Je voulais tester. Et en fait, c'était cette année-là aussi où j'avais le plus de travail, où j'étais vraiment la plus fatiguée et tout. Et en fait, juste les voyages, là en 2024, j'ai fait 2 voyages. Parce que je me suis rendu compte que j'étais trop stimulée tout le temps, j'avais trop besoin d'être partout tout le temps. Et en fait, je me suis perdue en voyage, alors que d'habitude, c'est des moments qui me permettent de me retrouver. Et de découvrir de nouvelles choses. Mais peut-être quand t'es trop stimulé, c'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup voyager. Mais je pense que je vais réduire mes voyages à l'année. Parce qu'en fait, c'est hyper important. Et puis, je pense que je vais énormément me découvrir moi dans différents pays, cultures, etc. Le Canada, j'ai tellement envie de le faire. Franchement, c'était voilà, très parce bien. que en fait c'est pas l'Amérique, mais t'es pas loin de l'Amérique. La mentalité, je pense, elle se rapproche un peu plus d'eux. Mais en même temps, t'as l'impression d'avoir un peu la mentalité francophone là-bas. C'est ça. Donc en c'est fait, un bon équilibre, tu vois, c'est un bon équilibre. C'est très perturbant. Voilà. Mais genre en mode, ça te permet de dévier petit à petit dans les deux domaines pour voir un peu genre qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce que tu peux en tirer de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif de ce côté, etc. de l'autre côté. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant les voyages, mais ouais, comme t'as dit, peut-être d'en faire trop. C'est pour ça qu'après, le nomade digital, c'est quelque chose d'à part. Et si la personne, elle adore ça, elle a dans son cerveau, ça, c'est différent. Alors que peut-être quand t'es pas, moi, je suis quelqu'un que j'ai pas été trop stimulé. Là, cette année, je pense que je vais le découvrir dans plein de domaines. Le but, c'est justement de pas me perdre dans le fait d'être stimulé H24 dans plein de pays. C'est le risque. Franchement, c'est le risque. Parce qu'en plus, j'avais pas la même structure de mon entreprise aussi en 2023. Je faisais beaucoup moins d'appels. Je faisais que des vocaux. Enfin, voilà, j'étais pas autant en visio au téléphone que maintenant. Et en fait, là, je me vois pas partir 1 mois en voyage et faire mes visios enfermée, je sais pas, dans une villa à Bali. Enfin, en soi, ce serait trop frustrant pour moi. Maintenant, si je voyage, j'ai vraiment envie de voyager à 200%. Là, je suis allée à Madère, du coup, fin juillet pour ma semaine de vacances. C'est où, ça sud du Portugal, c'est une île, on va dire, à gauche du Maroc. Et vraiment,
Là, j'ai tout coupé. J'ai coupé toutes mes notifs pendant une semaine. Pas de bilan, pas de patient. J'ai coupé même mes notifs WhatsApp pour pas parler avec Victoria et tout. T'as réussi une semaine ou pas? Alors, je t'avoue, je surveillais un petit peu quand même de loin, mais j'ai pas communiqué, j'ai pas envoyé de mail, j'ai pas checké. Je faisais une story par jour sur Instagram, c'est le maximum que je me suis autorisée entre guillemets. Et vraiment, là, j'ai vraiment voyagé parce que en fait, je vivais au jour le jour. J'avais pas d'impératif dans ma journée, je me prenais pas la tête. T'as pas de contraintes, c'est comme si genre t'étais à l'école et que t'as ta petite semaine de vacances, tu pars avec tes parents et là. Ah mais c'est franchement, et là je me suis dit ok, là j'ai voyagé parce que le Danemark, j'y suis allée en septembre de l'année dernière. Au final j'étais la moitié de la journée sur mon ordi. Un jour il y avait ma famille qui nous avait rejoint et tout avec mon frère. Ils ont passé la journée dehors à se balader, moi j'étais là à faire mes bilans le samedi toute la journée. Enfin du coup je me dis non, c'est pas comme ça que je veux voyager, enfin en tout cas c'est plus comme ça et c'est plus la vision que j'ai, alors que en soi limite j'ai fait ce métier là pour pouvoir voyager et travailler. On le fait, et en fait, tout le monde veut le faire là, mais en fait non, parce qu'après t'as le côté passion et on voit vite quand c'est que pour l'argent ou juste pour là. Et non, ça se voit que t'es passionné et tout, et puis tu le dis, tu vois, t'as dû te forcer à couper les notifs. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'était dur, hein. Tu l'entends sur les réseaux. J'en avais besoin. Ouais, je coupe les notifs, personne comme, tu sais, comme genre en mode, je pense lui, il a pas dû trop se dire, faut que je me force, mais Inoxtag, partir 2 mois. Et là, il a toujours pas posté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas suivi trop, mais je comprends. Non, je suis de loin, mais Everest, c'était il y a, je sais plus, je crois, 2 mois. C'était il y a un bon mois, même plus. 2 mois, je crois. Il a toujours pas repost, mais il arrive dans un mois. Enfin, même pas dans 2-3 semaines, il arrive. Alors, il revient, il a fait son retour, mais je pense que pour lui, c'était différent. Il a quand même eu une vie, il fallait pas qu'il s'arrête. Et encore plus l'Everest, là, il s'est rajouté un truc. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais non, globalement, là, j'ai un petit peu changé ma vision des choses sur plein de choses. Je pense juste, je grandis, j'évolue, je me connais de plus en plus, je me découvre aussi. On est jeunes, hein. Ouais, c'est ça. T'es de 2001. 2001 aussi. Ok, ouais, 23 ans, bientôt 23 ans et demi. J'ai 23, ouais. Donc, c'est sûr que, en fait, ma vie, on va dire, depuis mes 20 ans, elle s'est pas arrêtée. Parce que, j'ai lancé ma boîte quand j'avais 20 ans. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que vraiment, il y a tout qui a changé pour moi, toute ma vision des choses, toutes mes ambitions et tout. T'as repris un peu de l'âge et tout, entre guillemets, tu vois, j'étais déjà très mature, déjà. On m'a toujours dit ça. C'est pareil, mais genre, là, c'est du concret, là. Et là, c'est ça. On va dire, j'avais une vie d'adulte, alors que mes potes, ils se bourraient la gueule à la fac et tout. Enfin, où je voyais des trucs comme ça. Je comprends, je suis dans le même cas. Et moi, c'est vrai que j'étais pas du tout dans ce mood-là. Et d'un côté, je m'en voulais parce que moi, j'ai toujours un petit peu la peur de manquer quelque chose, de passer à côté de quelque chose. C'est pour ça que, voilà, je m'arrête jamais. J'ai toujours ce truc de faut que je fasse plein de trucs, faut que je découvre plein de trucs. Il y a certains trucs, pour moi, tu peux pas vraiment manquer quelque chose. Après, se bourrer la gueule en soirée, etc. Après, je l'ai fait au lycée, ça, c'est bon. Ouais, tu vois, moi, entre guillemets, je le fais encore là, mais genre en mode, c'est une petite dose. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ton équilibre. Je vais aller en Espagne, ça fait 7 ans que j'ai pas quitté la France. Ah ouais. Juste de faire l'Espagne avec des amis et un collègue qui est natif espagnol. Ok. Ça va me permettre d'y aller. Tu vois, genre tranquillo. Bon, ça va faire la fête, mais genre je vais pas y aller en mode. Tu sais que tu vas pas juste pour te bourrer la gueule non plus. Ah non, genre en mode, peut-être qu'ils vont vouloir rentrer à 5h, tu vois, je dis une bêtise, mais moi, genre à 9h, je veux courir à la plage. On est à Salou, genre je vais en profiter, tu vois, de courir à la plage. Ouais, vu que, bon, du coup, ça, on peut en parler. T'as commencé le run, moi aussi. T'as commencé quand exactement? Alors moi je courais déjà pas mal avant, quand j'étais à Nantes et pendant le Covid. Okay. Et à partir du moment où j'ai commencé la force, à partir de 2021 jusqu'à 2023, j'ai pas couru, mais vraiment pas du tout, et j'ai fait pas mal de force. Et j'ai recommencé mon premier run, c'était début novembre 2023. Donc ça fait 9 mois, on va dire, que je recours à peu près. Moi j'ai commencé en janvier. Et vraiment, j'ai eu des phases très très... En fait, je progressais pas. Et je prenais aucun plaisir pendant mes runnings et je me suis retrouvée face à un mur et en fait ça m'a dégoûtée du sport. Du coup j'ai fait une pause d'1 mois de juin à juillet et là j'ai repris un petit peu de manière un peu plus régulière quand je le sens et tout. Mais en gros j'ai compris pourquoi je progressais pas. J'étais juste fatiguée et j'avais une grosse carence en fer, anémie, tout ce que tu veux. Enfin bref, j'ai fait un petit peu un check-up de ma santé et ça allait pas trop. Donc je me suis dit je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression d'avoir un filtre devant moi. Ouais. Pourquoi je suis tombée dans les pommes un jour en courant, alors que je courais depuis 15 minutes, quoi. Donc là, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. Et ça, je pense que le BPM, il devait être très corsé. Ah vraiment, à chaque fois que je courais, au bout de 5 minutes, j'étais à 180.
Bah écoute, peu importe la vitesse. On a la même problématique. Donc moi, mon BPM, il monte très très vite. Là, j'ai des très bons ressentis pendant mes runs et tout, mais j'ai galéré pour atteindre ça. Et vraiment, j'arrivais pas à atteindre vraiment quelque chose de concret, on va dire, dans mon sport. Bon, ben voilà, première erreur technique. Bon, c'est pas grave. On verra vite. Et du coup, ouais, donc, en vrai, je pense qu'on a un peu la même problématique au niveau du run. Parce qu'en gros, bon, moi, j'ai des petits antécédents d'asthme. Okay. Voilà. J'ai la cheville pétée avec 2 vis et tout, donc ça aide pas ça. Mais c'est ce qui m'a donné envie de commencer le run. Parce que en mode pour ta santé, pour te challenger ouais, challenger et puis profiter en vrai de ma cheville, parce que je sais que j'aurai de l'arthrose assez pas rapidement, mais voilà, tu vois, donc c'est un truc, des fois ça peut être un moteur, tu vois, de profiter un peu de ce qui passe, qui te reste, mais ce que t'as, voilà. Okay. Et du coup c'est un peu comme ça, et au début... en vrai, genre, j'ai fait Staps, j'ai fait du foot, du rugby pendant des années, donc j'avais un bon cardio. Okay. Et là, les petits problèmes d'asthme, etc. et tout, tu vois pas directement. Et quand tu te remets à courir, tu comprends. Et en fait, genre, j'ai compris. Et en fait, et genre, toi, au niveau des runs, t'arrives à te structurer? Ou alors, j'ai pris un coach, justement, running, c'était au mois de décembre, janvier. Et en fait, ça a pas trop matché parce que, en fait, je me suis trop accrochée aux chiffres. Et du coup, j'étais dans l'ultra contrôle de mes runs et je voyais que je galérais, que j'arrivais pas, que j'étais fatiguée et ça me mettait la pression, alors que j'ai commencé le running pour couper de la force parce que je faisais toujours de la force à ce moment-là. Et j'avais besoin d'une coupure, en fait, dans ma semaine, et le fait de prendre un coach en running, en fait, ça m'a reimposé de la pression. Et du coup, ça me faisait coach en FA, coach en running, ma boîte que je voulais développer à fond, etc., fin d'année, blablabla. Enfin, c'était pas mon équilibre pour le coup. Donc j'ai très vite arrêté justement avec ce coach-là, pas pour un problème de programmation, parce qu'au contraire, justement, ça me structurait beaucoup, et là j'avais vu des progrès. Toi, t'arrivais pas à te déconnecter. Mais à un voilà, moment donné, ouais, quand t'as eu j'étais ton trop dans les mur, chiffres, je regardais mon BPM quand je courais, alors que de base je voulais juste courir pour me sentir un petit peu plus libre. Mais t'as envie de t'améliorer, et puis avec les réseaux, bon, c'est quand même positif parce que ça nous permet quand même de comprendre comment il faut courir. Mais on a beaucoup le terme de EF, endurance fondamentale. Ouais, c'est ça. Qui est un peu j'en ai mangé ça. Qui est un peu notre bête noire à tous les deux, parce que genre moi, j'ai gagné 1 minute sur mon run. Ok. En endurance fondamentale. En endurance fondamentale. Vu que je sais que j'ai un BPM qui est un peu plus au-dessus de, même quand je suis en temps de repos, il faut un peu réguler, j'imagine. Mais je kiffe quand je fais un endurance fondamentale. Je suis aux alentours entre 155 et 160, mais c'est pas crevant pour moi. Ok. Parce que moi non plus. Voilà. Mais moi, je peux être à 170 et aller très très bien. Parce que on a un seuil, et puis on a un seuil aussi de BPM qui peut être légèrement au-dessus de la moyenne. Genre, tu sais, tu peux monter à 200, 210. Mais en fait, on monte nous au max à 190. Et en fait, c'est pas, tu peux durer limite pendant 20 minutes. Mais voilà, non, tu mais vois. si, ouais, non, mais c'est ça, ouais. Mais bon, donc, tu sais que tu t'es en train de te tuer soit les articulations, soit le cœur pour le run sur le coup. Et du coup, il y a ce côté vraiment endurance fondamentale et tout qui rentre en compte. Et à titre personnel, je l'ai vu parce que je me suis fait, en gros, l'objectif, c'était 12 semaines d'entraînement, un semi-marathon. Ok. Ouais, j'avais commencé le coaching running pour faire un semi-marathon. J'ai très vite déchanté. Déjà, le temps que ça prend, enfin, je pouvais plus. Après, en termes de temps, tu vois, je compare au power, je pense que ça va, parce qu'en vrai, j'avais que 3 séances par semaine. Moi, je faisais les deux en même temps. J'avais la muscu, j'étais à 6 séances par semaine aussi. 6 séances, 3 de run, 3 de muscu, parce que la muscu, je voulais un peu calmer, et puis, mais ça, j'ai tenu ce rythme-là, 1 mois. Et après, j'arrivais plus, soit il y avait un run qui sautait, soit il y avait toujours un problème. Le travail, moi j'avais moins d'importance et tout au niveau du travail, donc c'était 6 séances par semaine, j'ai fait ça 6 mois d'affilée, aucun souci. Mais j'avais moins de travail, l'école, ça se passait bien. J'ai compris que j'avais pas autant de discipline que ça aussi cette année. Oui, voilà, parce qu'en fait, j'étais tellement épuisée. En fait, là, mon année 2024, j'ai l'impression que je suis juste en train de récupérer de l'année 2023. Et puis, il faut que tu prennes du temps pour toi aussi, hein. Aussi. C'est le plus, un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Non, ça va. Franchement, ça va. Là, depuis 1 mois et demi, 2 mois, je comprends un peu plus le fait de vraiment prendre du temps pour soi, couper le téléphone, profiter de ses proches et tout. Enfin, ça va. Mais, après, avec mon rythme sportif et tout, de travail, tenir un gros rythme d'entraînement avec quelque chose de bien structuré, où t'as pas de place, entre guillemets, pour changer ton rythme ou quoi, ou pour un imprévu, c'était pas possible, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, je reviens vite fait, mais je crois que oui, il y a aussi un peu natation. Ouais. Il y a un peu natation. Je nage 1 à 2 fois par semaine. T'avais déjà fait un peu de natation avant? Pas du tout. Okay. Mais par contre, j'ai mon papa qui nage beaucoup. Du coup, ça m'inspire un petit peu, j'avoue. Mais c'est surtout, en gros, depuis, on va dire, j'ai
j'ai détesté la natation pendant ma maternelle, ma primaire, mon collège. Et par contre, au lycée, je suis allée nager justement avec mon papa et mon frère qui nageaient pas mal à ce moment-là. Et j'y allais du coup une fois par semaine avec eux. Et du coup, j'ai gardé cette habitude d'y aller de manière quand même de temps en temps. Donc même quand je faisais mes études à Nantes, j'y allais le week-end. Enfin, j'avais ma petite routine, on va dire, où j'y allais, on va dire, minimum 2 fois par mois pendant 3-4 ans. Et du coup, quand j'ai déménagé à Montpellier, j'habite à 10 minutes de la piscine olympique. Du coup, j'y allais un petit peu plus souvent, j'ai fait ma carte de piscine, etc. Et du coup, ça a commencé à devenir un petit peu plus régulier. Et vraiment, là, avec l'été et le fait que clairement, je pouvais plus faire de force. J'arrivais plus. J'ai fait un rejet total de la force, mais j'avais quand même ce besoin et cette envie de m'entraîner. Du coup, j'ai fait running piscine. Et un petit peu de muscu, parce que j'ai quand même besoin de me sentir forte, on va dire. Oui, je comprends. Oui, mais du coup, c'est là où j'ai vraiment repris la natation. Donc, du coup, fin juin, début juillet. Et là, je nage... je nage environ entre 1 et 2 kilomètres par semaine, je dirais. C'est tranquillou, hein, mais franchement, j'aime bien, puis j'essaye surtout de travailler ma technique. Parce qu'on a un peu une petite hype en ce moment autour du triathlon. J'espère qu'un jour, je reverrai mon trade et que j'avais raison, mais j'ai mis un trade, donc, sur l'application Trade. Ouais. J'ai dit, 2015, c'était CrossFit. Power, ça arrive en 2018. Avec l'haltéro, même si l'haltéro, vu qu'on a un peu les sports olympiques, ça a toujours été un peu dans les mœurs, mais ça, je pense que ça a bien aidé, le côté power. On est à peu près toujours sur une rep max en force. Bah oui, c'est ça. Donc voilà. Et après, j'ai dit, pour moi, là, cette année, c'est 2024 jusqu'à 2025, ça va être running. Et à partir de 2026, on voudra tous faire des triathlons. Mais il y a moyen, parce que là, moi, je vois, il me manque juste le vélo. Ouais. Je sais que j'adore faire du vélo. Moi, je supporte pas le vélo. Je pense que ça sera ma bête noire. Parce que la natation, Bon, après, je suis content. Moi, j'habite à côté de la piscine Antigone. Ok, ouais, du coup, tu la recommandes en vrai, elle est vraiment bien? Franchement, bassin de 50 mètres. Ouais, selon les périodes, il y a plus ou moins de monde, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un couloir pour moi toute seule, quoi. Donc, franchement, c'est sympa. Et puis surtout, les horaires, elles sont cool. Ouais, jusqu'à 21h. Ouais, c'est ça, 21h, des fois 19h. Les périodes scolaires et tout, c'est ok. Enfin, franchement, non. Elle est un peu chère, donc il faut faire la carte de piscine. Mais ouais, et puis peut-être après, bon, moi, je suis étudiant encore, donc j'ai tarif étudiant. Ouais, je crois, même pas tarif agglomération. T'habites dans la. Moi, j'ai ça, j'ai le tarif agglomération. On a le tram gratuit, etc. et tout, donc forcément, c'est. En gros, c'est ça. C'est des avantages. Mais ouais, non, cette piscine, franchement, il y a ce qu'il faut et tout. Enfin, pour nager, elle est clean, hein. Ça suffit. Et l'eau est pas trop chaude, pas trop froide, donc c'est parfait. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, je m'y connais pas du tout. J'ai voulu une fois la tester. Bon, j'avais encore la cheville en vrac, mais on m'a dit que c'est bon la natation pour la cheville, pour les articulations, ouais, clairement. Pour la rééducation et tout. Et bon, je suis arrivé comme par hasard. Il fallait que ce soit un jour où elle soit fermée. J'étais en mode bon, allez. Mais en fait, c'est ça. Les piscines, c'est trop chiant, vraiment. S'il y a des compètes et tout, ou même là, je crois que c'était carrément, je sais pas si c'était férié, mais il y avait un truc par rapport à ça et c'était fermé. C'est ça. Donc faut avoir conscience que les horaires de piscine c'est pas pareil que les horaires d'une salle de muscu par exemple ou autre, mais sinon franchement ça me fait du bien. J'aime beaucoup. Puis c'est vraiment un moment où j'ai pas de musique, où j'ai pas de téléphone. Enfin vraiment c'est un moment mais off de zinzin parce que moi j'ai toujours soit une vidéo YouTube, soit un podcast, soit de la musique. J'ai toujours un truc dans mes oreilles. On a tellement plus ce côté de rester juste sans silence. J'ai du mal. Je déteste le silence. Moi, j'aimerais bien me forcer, tu sais, pas de la méditation, mais vraiment un silence, genre en mode même pas 2 minutes par jour et t'augmentes petit à petit jusqu'à 10. Je ne peux pas. Si tu commences 30 secondes. Et que tu fais 40 le lendemain. Secondes, ok. Ouais, mais progressif, entre guillemets, intérêt composé, à la fin du mois, t'es à 3-4 minutes, mais en plus même, ouais. Mais non, franchement, c'est important. Je vois l'idée, mais je vois pas l'intérêt pour moi. Je sais que je prendrai aucun plaisir, que ça va pas m'apaiser pour autant ou autre. Donc, c'est vrai que non, moi, ça peut juste me créer une crise d'angoisse, vraiment. Zéro vanne. Je te jure. Un moment de genre trop silencieux comme ça, où je suis juste avec moi et mes pensées, on va dire. Non, c'est pas possible. Vraiment. Là, pour le coup, je fais pas le tri, du coup. J'imagine, J'imagine, là, c'est vrai qu'il y en a, ils disent, structurer tes idées, mais c'est vrai que non, moi, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Il y en a, ils adorent être stimulés parce qu'il y a de la stimulation autour. Et bon, après, on est un peu tous comme ça et tout maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Mais après, il y a ce truc de dopamine, de ci, de ça. J'en ai bien conscience. Mais je préfère avoir mes pics de dopamine tous les jours. Quitte à limiter, je sais pas, le café ou m'endormir plus tôt ou lire le soir, par exemple, et tout. Mais avoir ma musique toute la journée ou un bruit de fond toute la journée. Parce que je tiendrai pas sinon. Vraiment, travailler dans le silence. Non, mais je comprends. Je comprends. Et pour revenir un peu, on va dire, sur ton expertise de la diététique, je voulais un peu que tu abordes, parce que je pense que tu t'y connais quand même vraiment pas mal, et je me demande si c'est pas toi qui m'a vraiment ticté au niveau de cet élément, c'est le terme de recomposition corporelle, parce qu'en vrai,
c'est un truc tout bête, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Et j'ai pas eu l'impression d'être en mode go muscu, sèche, prise de masse, ou je suis pas en déficit, je suis genre en mode je bouge pas niveau calories et tout. Ouais. Alors que juste la recomposition corporelle, c'est une science. C'est une science, et du coup que tu l'expliques, parce que c'est des petits réglages et en fait t'as pas vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose. En fait, la recomposition corporelle, elle porte super bien son nom, parce que le but c'est de travailler sur sa composition interne entre son rapport de masse grasse et de masse maigre, donc de masse musculaire. Le but c'est d'augmenter la masse musculaire au maximum et de diminuer la masse grasse en même temps, et parce que le body fat. Exactement. Voilà. En fait, dans le milieu du body et de la muscu, on a tendance à dire non, faut d'abord faire une prise de masse et après une sèche comme ça, ensuite tu transformes, blablabla. En soi, c'est une technique. Mais la recomposition corporelle, elle permet de faire les deux en même temps. Parce qu'on peut prendre du muscle et perdre du gras, c'est prouvé scientifiquement, c'est possible. Ça prend plus de temps. Mais on apprécie peut-être plus le processus, et il y a moins de haut bas en termes de... Même pour réguler un comportement alimentaire. Moi, ça m'a régulé des TCA de ouf. Bah voilà, vraiment. Pour moi, c'est le bénéfice déjà numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de gros yo-yo dans l'alimentation, et que surtout, il y a tout un travail qui est fait sur aussi l'environnement et le quotidien. Ouais. C'est pas que ce que tu mets dans ton assiette et combien de calories tu vas manger, contrairement à une prise de masse ou une sèche. C'est vraiment, ok, comment je peux optimiser mon activité physique pour favoriser au mieux un niveau de forme, un niveau d'activité élevé, pour favoriser la perte de masse grasse. Mais qu'est-ce que je peux optimiser dans mon alimentation pour bien l'assimiler, bien le digérer, pour pouvoir en manger de plus en plus. Et ce qui fait que souvent dans les recompositions corporelles, on fait aussi une augmentation métabolique, dans le sens où on peut se permettre de manger de plus en plus sans risque de prendre de poids, voire même en continuant de perdre de la masse grasse et en se transformant petit à petit. L'arrivée du run. Aussi, moi, ça m'a fait perdre, je crois que je suis à entre 1500 et 2000 calories de déficit supplémentaire à la semaine, même si c'est différent par rapport à la muscu, parce que j'ai enlevé des séances de muscu. Ok. Mais c'est quand même 2000 à la semaine. Oui. Sur 7 jours, ça commence à faire, tu vois, c'est un petit 200-300 calories que tu peux te permettre. Exactement. Et quand du coup tu améliores ton alimentation, donc t'as l'impression quand même, tu sens que tu manges moins, parce qu'en fait t'as moins de glucides le soir, moins de calories du coup, et ben genre en mode tu perds du poids. Si t'augmentes ton activité physique, que tu diminues tes calories, là tu vas forcément perdre du poids parce que t'appliques un déficit. Voilà. Mais si en même temps tu changes toute la structuration de ton alimentation et que tu te permets de manger aussi d'autres choses que tu te permettais pas aussi avant, au final ça rejoint la recomposition corporelle. En fait, la limite est assez fine entre un déficit, une recompo, un surplus calorique, parce qu'en soi une recomposition corporelle, on a le choix d'être soit en maintien, soit en déficit, soit en surplus. Il y a toujours cet enjeu-là, mais le but, c'est de le faire tellement progressivement et de laisser le corps évoluer aussi. Parce que typiquement, dans une recomposition corporelle, si on prend de la masse musculaire, notre métabolisme de base va augmenter de manière très progressive. On parle pas de 100 calories par jour, hein. On parle de 20-30 en plus dans la journée avec X, on va dire, grammes de masse maigre pris. Mais ces 20-30 calories par jour que tu prends avec ta prise de muscle en surplus, on va dire, que tu peux te permettre de manger en plus, ça, sur une semaine, sur un mois, sur une année, ça peut faire vraiment la différence. Clairement. Donc il y a des choses à faire, plein de choses avec la recomposition corporelle. Moi, je sais que c'est, je dirais, un bon 75% quand même de mes suivis, les recompos. Je le dis pas tout le temps à mes patients, parce qu'il y en a, ils me contactent, perte de poids, et je leur dis, ok, on va y aller progressivement. Et en fait, tu leur mets sans leur dire. Exactement. Et en fait, c'est pas tu leur mens, mais en fait, tu les aides mentalement à accepter la chose, et en fait, c'est quelque chose de hyper bien pour eux. Et quand ils te disent, je peux manger plus, ça me dérange pas de manger moins. Moi, j'ai, surtout en début de prise en charge, j'ai pas mal de personnes, moi, comme je te dis, j'ai beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Là, je pense à un suivi, qui m'a contacté, je veux perdre du poids. Et je lui fais, ok, ton statut nutritionnel là, il est pas équilibré, il y a des crises, il y a un rapport malsain avec l'alimentation, tu te plais pas physiquement, le corps, ouais. il y a tout qui est mauvais, même la mentalité était négative. Je fais, moi, je veux pas te faire perdre du poids dans ces conditions-là. Je peux, hein, mais j'ai pas envie de le faire. Et du coup, elle m'a fait confiance. Et pendant 3 mois, on a travaillé sur les troubles du comportement alimentaire. Elle a pris 1 kilo en 3 mois, alors qu'on a enlevé les crises, qu'on lui a permis de manger tout ce qu'elle voulait, qu'on a ouvert tout son plan alimentaire, tout son spectre au niveau de son alimentation. On a cassé énormément de croyances limitantes, on a changé toute la mentalité, on a créé des pensées alternatives, des pensées positives. Enfin, on a beaucoup travaillé. On a fait des longs appels, des longues consultations, des longs bilans, mais franchement, ça vaut le coup quand on voit les résultats. Et là, ça fait quelques semaines qu'on a commencé le déficit. Elle a déjà perdu 2 kilos. Et de manière saine, elle mange quand même
tout ce qu'elle veut parce que là on a switché avec un tracking des calories et pas un plan alimentaire pour qu'elle soit encore plus libre et pour lui prouver que le tracking des calories c'est pas que pour se priver mais c'est vraiment juste un outil qui peut l'aider justement à incorporer tout ce dont elle a besoin. Enfin, vraiment, en fait, on a changé tout le mindset, toute la vision de son ancienne alimentation. On a balayé tout ça. Et franchement, là, enfin, je sais que vraiment, on est bientôt à la fin des 6 mois de suivi. Elle m'a dit, mais Fanny, je repars sur 6 mois. Enfin, là, tout ce que j'ai, mais vraiment, voilà. Mais c'est incroyable. Je pense que c'est incroyable. C'est ça, pour ça que tu le fais, tu vois. Et puis, en fait, t'as pas l'impression, enfin, là, du coup, c'est pas en mode, t'aurais dû facturer plus, mais du coup, t'as été un peu coach sur autre chose. Oui, aussi. Pas que la diététique, genre en mode juste la mentalité. Mais les personnes se rendent pas compte l'impact qu'un suivi peut avoir, en fait. Et moi, j'ai du mal à me vendre comme ça aussi en disant, je peux changer ta vie, mais je suis persuadée que c'est le cas. Et le truc, c'est que si je lui dis comme ça à voix haute sur les réseaux sociaux ou sur mon Instagram, on va dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Le témoignage de la personne suffira pour dire elle peut dire, elle a changé ma vie ou elle a changé complètement mon alimentation. Le nombre de messages que je reçois. Et elle m'a pas fait juste prendre 5 kilos ou faire perdre 10 kilos suite à un accident ou à une prise de gras excessif pour des TCA. Non, c'est hyper intéressant. Donc, clairement des fois, c'est dur, tu vois, sur les réseaux. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal, tu vois, à faire un bon marketing, à bien me vendre, entre guillemets, parce que, selon moi, j'ai pas envie de faire ça. Parce que c'est pas ta nature et malheureusement, mais on est obligé maintenant. Ouais, on est obligé, mais j'espère qu'avec le temps, ça va se calmer. Mais je pense qu'il y aura une saturation générale. Ouais. Là, on voit que ce qui marche, c'est les pubs, c'est les machins et les profils comme toi. Ouais, mais toi, c'était une pub parce qu'à un moment donné, peut-être, genre, c'est bête, hein. T'en avais peut-être marre de faire genre en mode, décidément, il fait que s'arrêter, hein. Bon, c'est pas grave. Et en gros, ouais, peut-être que genre en mode t'avais envie pas de gagner plus d'abonnés, de faire plus de market et tout, parce que justement en fait t'as juste mis le côté de voilà, on nous donne la possibilité de faire de la publicité, toutes les entreprises le font. Des fois c'est pour vendre clairement des choses, voilà, on va pas se mentir. Là, c'est pour le bien-être des gens. Tu t'es dit, je veux toucher plus de personnes, c'est mon moyen, je le fais de manière naturelle dans mon réel que j'ai mis en pub, c'est bon. Genre en mode, en fait, c'est ça. Genre, moi, j'étais frustrée au niveau du développement de mon entreprise et de mon développement aussi professionnel parce que je sais que je peux aider énormément de personnes. Je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai l'empathie, je sais que je le fais pour les bonnes raisons, comme tu disais. Et en fait, savoir que c'est pas que je stagnais ou autre, mais j'avais envie de vraiment aider beaucoup plus de monde. Il y avait ma collègue Victoria du coup qui était là. Moi, je voulais vraiment aussi que je lui crée l'opportunité d'avoir un bon roulement au niveau de sa patientèle. Enfin, puis j'étais plus toute seule aussi dans l'entreprise. Moi, on va dire maintenant, je dois la faire vivre, Victoria. Donc, on a quand même besoin d'un flux de personnes maintenant qui ne dépendent pas que de moi. Et en fait, je me dis mais toutes ces personnes-là, je sais qu'elles existent, je sais qu'il y a des problèmes de nutrition en France, je sais qu'il y a beaucoup de troubles du comportement alimentaire dans le sport, je sais que ma prise en charge permet de régler tout ça parce que ça fait 3 ans que je bosse là-dedans et il n'y a pas une seule personne qui m'a dit j'ai eu des TCA à cause de toi, c'est beaucoup plus l'inverse. Donc tu sais que tu fais quelque chose pour les gens, quoi. Mais oui. Et du coup, j'étais juste frustrée de voir que, de par le fait que j'étais pas ultra à l'aise sur les réseaux ou que c'était pas mon truc de faire du contenu avec mon corps ou avec tout ce qui marche, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas mon truc. En fait, j'étais frustrée de voir que il y a des coachs ou des nanas sur Insta qui perçaient avec des comptes à 200 000 abonnés et qui avaient de la merde à vendre, en gros. Enfin, vraiment, et ça me rendait folle. Ça va pas s'améliorer avec le temps, à part quand il y aura, comme tu l'as dit, peut-être une saturation de marché et j'espère qu'à un moment donné, ça arrivera et puis les gens se rendront compte que t'étais pas obligé de vendre des choses et tout. C'est comme, imaginons, moi, tu vois, genre en mode ça marche les réseaux. J'ai cette facilité à me dire, genre en mode je veux proposer quelque chose de bien aux gens. J'ai ma carte de coach sportif, mais je me vois pas, en niveau de mon temps de travail, accompagner quelqu'un dans le coaching classique de musculation. C'est du temps, hein. Si j'avais pas tel ou tel truc et tout, je le ferais, j'amènerais des résultats à la personne parce que moi j'ai les fondamentaux, ça me suffit. Je sais que la personne elle apprécierait ça et tout. Même pour la nutrition, j'ai les fondamentaux, voilà. Mais des fois, tu peux recommander quelqu'un qui est vraiment bon dans le domaine et en mode et en tirer quand même la satisfaction de dire ok, j'ai bien redirigé la personne. Tu t'affilies à quelqu'un, tu vois. Imaginons voilà, tu récupères un peu de sous sur le programme. Il y a rien de mal et en plus tu sais que la personne tu lui veux son bien donc tu vas lui proposer de la qualité parce que toi tu peux pas le prendre en charge. Il y a plein de personnes. Ouais, je sais pas, genre en mode, t'as un trop beau style et tout vestimentaire, genre une influenceuse ou un influenceur style vestimentaire. La personne ne va pas sortir une formation ou un programme pour t'améliorer le niveau vestimentaire. C'est pour ça que les sponsors sont là. Tu vois, tu peux retrouver ce t-shirt ou ce bas Gymshark, j'en sais rien.
à la boutique, je te donne t'as mon code de parrainage code promo, code parrainage, machin. Malheureusement, bon, il y a quelques personnes, ils ont des partenariats douteux. Ouais, douteux ou genre en mode pas du tout en vrai en corrélation avec ce qu'ils promulguent au quotidien, tu vois. C'est hyper dommage que tu puisses pas le faire en interne, que t'as pas envie de te créer une société de tel ou tel produit ou service. C'est ok, mais tu peux relier à des personnes de qualité, genre vraiment. Tu vois, genre, il y a des personnes et tout, ils écoutent le podcast et en fait, ils adorent toi et genre, je t'ai écouté dans le podcast de Tony. Genre, je suis super content parce que moi, j'aurais pas pu prendre la personne en charge niveau alimentaire, même si j'ai pas c'est ça. Et puis, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Même moi, tu vois, si un jour il y a quelqu'un qui me contacte, je sais pas, moi, avec une grosse pathologie que j'ai jamais réglée. Ou full running, tu vois. Ou genre, ça va. Running encore ça va, tu vois. Mais genre, le truc, elle me poussait à fond, genre en mode un marathon ou un Ironman. Mais ça, je peux le prendre en charge d'un point de vue nutrition. Ouais, nutrition. Mais imaginons, tu sais, elle veut la pâte un peu. Tu fais des coaching power ou pas du tout? C'est vraiment non, diététique. Non, moi, 100% nutrition. Par contre, pardon, justement, réguler l'alimentation de quelqu'un qui a une grosse dépense calorique, là, oui. Ouais, c'est ça. Forcément. En fait, peu importe le sportif qui me contacte, normalement, je suis capable de le prendre en charge. Par contre, si c'est, je sais pas moi, quelqu'un qui a des gros troubles digestifs ou autres, je sais que si jamais j'ai un contact qui est plus compétent que moi, de la médecine pure et dure entre guillemets, plutôt recommandé par là pour le coup. Après, les troubles digestifs, justement, je me forme beaucoup pour être sûre et certaine de bien les prendre en charge parce que c'est très complexe. Mais typiquement, tu vois, si j'ai quelqu'un qui me contacte ou je sais pas moi, avec une grosse pathologie auquel j'ai jamais entendu parler, que je savais même pas ce que c'est la maladie ou autre, et qui nécessite une prise en charge adaptée, je vais faire écoute, je suis pas très à l'aise avec cette situation-là. Est-ce que t'es bien suivi par un médecin? Si elle me dit que oui, non, là je peux potentiellement la prendre en charge. Si elle me dit non, je viens juste d'être diagnostiquée, il y a pas de suivi de médecin, tout doit se faire par la nutrition, je vais peut-être avoir plus de retenue en mettant un petit peu des barrières, en disant peut-être que je connais quelqu'un qui serait plus compétent ou autre, mais sincèrement c'est jamais arrivé. Et en fait ça peut aussi me stimuler pour me former encore plus, parce que moi c'est ce que j'aime aussi. Tu te dis ok, je peux pas t'aider toi. S'il y a toi et que en plus la personne te dit non mais ça arrive souvent et tout, tu te dis bon allez, je note. Il y a peut-être moi j'ai eu ça pour la sclérose en plaques par exemple. Voilà, ça je note, allez c'est parti, je vais grave m'instaurer là-dessus pour aider la prochaine personne qui aura besoin de ça. Et en plus en général il y a des choses, des pathologies, elles sont hyper compliquées mentalement et tout, à te dire ah ok et tout. En vrai tu te dis bon allez, du coup c'est peut-être plus complexe à comprendre la cause, ce qu'il faut amener. Par contre une fois que tu le sais, l'amener ça au client, c'est hyper cool, t'es hyper contente. Ça peut lui ouvrir les yeux sur plein de choses et lui changer sa vie quoi. Encore une fois on revient au même. Mais rien. C'est ça. Mais après, tu disais par rapport au coaching et tout, moi du coup j'ai fait Bayesian, tu sais, donc en soi je peux faire du coaching, pas en power parce que je me considère pas du tout compétente en coaching de powerlifting. Par contre, je propose des programmes de musculation, salle ou maison, selon les personnes qui me demandent, ou dans les suivis, des fois ça arrive que au bout de 3 mois de prise en charge, ils ont envie de pousser un petit peu plus le truc, et là hop, moi je peux proposer un programme avec un petit supplément ou autre, ou alors là, à la rentrée justement, ça va pas tarder à arriver. Je vais vraiment proposer mes services coaching et nutrition sur un service bien prédéfini, un nom de programme, etc. Pour toujours 100% personnalisé, mais pour développer aussi cette partie-là que j'ai pas du tout développé pour l'instant. J'ai peut-être eu déjà 5-6 personnes en coaching maximum. Là, j'ai envie d'avoir une petite dizaine de personnes qui tournent comme ça dans mes suivis. Ça te permet un peu de, entre guillemets, développer mes compétences, et puis aller au bout des choses aussi. Et avoir un peu moins de clients ou de clientes dans le côté diététique, et du coup de peut-être trouver un équilibre dans le côté coaching. Et peut-être que t'auras pas, et je l'espère pour toi, pas pour toi, mais genre pas de burn-out par rapport au fait que t'as trop de clients ou clientes, même si maintenant t'as trouvé un équilibre. Je connais ma limite maintenant. Voilà, maintenant tu la connais, mais c'est encore mieux genre en termes d'équilibre par rapport à ça quoi. Donc non, en vrai hyper intéressant. Et du coup par rapport au power, j'avais une question genre vraiment toute bête, c'était squat, bench ou deadlift. C'est vraiment ton préféré. Compliqué. Ça a été en fait dans les 3 mouvements, il y a du positif et du négatif. En gros, le squat, j'adore ce mouvement, mais mon corps ne l'aime pas. C'est-à-dire que j'ai des longs fémurs, j'ai les genoux qui rentrent. Mais moi, j'adore le squat, mais le squat vraiment n'est pas fait pour mon corps. Le bench, je n'aime pas ce mouvement, mais le fait qu'il m'ait tellement fait galérer et que je comprends tellement de choses d'un point de vue technique et tout, enfin voilà, que c'est en soi c'est une très forte progression d'un point de vue. J'ai dû m'acharner pour avoir une progression au
au bench. Du coup, j'apprécie ce côté-là du process et de tout ça. Et le deadlift, c'est censé être mon point fort avec mes leviers, etc. Parce que je suis grande, j'ai des longs bras. C'est mon mouvement le plus fort. Donc c'est pour ça que je l'adore. Mais d'un point de vue technique et ressenti, c'est pas mon préféré comparé au squat par exemple. Du coup, j'ai jamais pu choisir entre les 3 mouvements et je pense qu'il y a pas un mouvement où j'arrive à l'entraînement, je suis en mode yes, c'est du squat, yes, c'est du bench, yes, c'est du terre. Ouais. Donc franchement, pour moi c'est un mix des 3. Oui, c'est pour ça que ça existe exactement. Et puis c'est qu'à un moment donné les gens ils se sont dit bon tout le monde a peut-être pas envie de faire du squat et du deadlift, mais c'est des mouvements où il y a un certain transfert de force qui se fait au niveau des muscles. Du coup, tu peux les relier. C'est pour ça que je pense que que ça a été créé, on va dire le power et même l'haltérophilie. Et par rapport aussi on va dire côté diététique, histoire un peu de comprendre, on va dire de voir ton expertise. Ouais. Si t'avais 3 conseils, on va dire, ou plus, en fonction peut-être un, même pas, concernant tout ce qui est TCA et apprendre, on va dire, à t'améliorer, que ça soit pour une prise de masse, une recomposition corporelle, une sèche. Okay. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, on va dire purement entre guillemets diététique, mais du coup qui est relié au truc. Ouais, et en fait on dit diététique, nutrition, etc. Nutritionniste. Avant c'était un peu le Graal comparé à la diététique. Je me rappelle, c'était en mode médecin, tu sais. Ouais. Alors que maintenant nous nutrition, on parle de nutrition, c'est clairement ça ramène au sport. Ouais. Et l'alimentation c'est toute la vie en général. C'est ça. C'est ton quotidien. Quoi. Ouais, moi je le vois un petit peu comme ça aussi. Le premier conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire et qui fait du sport, c'est de ne pas forcément se fixer d'objectifs de poids ou de physique. En fait, c'est le premier gros défaut, c'est que on va se mettre du coup une pression et des attentes, et forcément le mental il va prendre le dessus si le mental n'est pas sain, parce que les troubles du comportement alimentaire c'est une pathologie, c'est une maladie mentale, c'est pas une maladie que tu peux voir de tous les exactement gens, c'est pas une maladie physique, c'est psychique, c'est dans la tête, et du coup après ça a de l'interférence sur le comportement alimentaire. En gros la base vraiment c'est ça. Pour les cas vraiment extrêmes ça se passe comme ça, pour d'autres personnes c'est plus léger. Enfin tous les troubles du comportement alimentaire, il y a différents stades, il y a chacun a on va dire sa propre manière de l'exprimer. Chez des personnes, ça va être une restriction extrême. Chez d'autres personnes, ça va être le fait de contrôler chaque calorie, mais de quand même manger ses 3 repas par jour. Enfin, en fait, il y a tellement de formes différentes que on peut pas, on va dire, toi, ton trouble du comportement alimentaire, par exemple, c'est l'anorexie, et tout le monde a la même anorexie. Pas du tout. Pareil pour l'hyperphagie, pareil pour la boulimie et tous les autres troubles d'ailleurs, parce qu'il y a pas que ces 3-là. Et du coup, en fait, tous ont par contre le même schéma type, c'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux qui est créé. Et du coup, la première chose, c'est que ce cercle vicieux-là, il est créé par des attentes et des choses qu'on s'impose et en ultra contrôle. Et forcément, si on a des attentes, par exemple, sur son physique et qu'on a plein de règles dans sa tête, comme quoi, pour perdre du poids, je vais plus du tout manger de matières grasses par exemple. Et que un jour on mange des matières grasses, en fait le cerveau il va débloquer à fond, et du coup il va développer le début du cercle vicieux, de la culpabilité, de la frustration, de la restriction, un excès par la suite, et ainsi de suite en boucle, que ce soit pour n'importe quel trouble d'ailleurs. Et tout ça en fait ça impacte tellement le quotidien, le mode de vie, le ressenti à l'entraînement, le sommeil, le stress, la digestion. Enfin, en fait, ça a tellement d'impact sur tout que, en fait, si on s'impose trop de choses sur n'importe quel aspect de son quotidien, de son sport, avec des troubles du comportement alimentaire, c'est un problème parce que ça va forcément mener à de l'ultra-contrôle. Donc déjà, se détacher de ses objectifs et apprendre à se détacher aussi de la corrélation entre ce qu'on mange et comment on ressort physiquement. Et ce qu'on voit aussi sur les réseaux, comme je t'avais dit en off, je supporte pas les flocons d'avoine, mais je sais que c'est extrêmement bon pour la santé par rapport à d'autres choses. Mais il y a des dérivés. Il y a une façon. Ça, il y a tout le temps des équivalences, des alternatives. Il faut se renseigner. Aussi, on digère peut-être plus le liquide ou le solide. Plus de fibres, moins de fibres. Et il faut aussi comprendre qu'effectivement, quand on est sportif et qu'on a des troubles du comportement alimentaire, il faut pas se baser sur quelqu'un. Parce qu'on est tous différents, on n'a jamais conscience exactement de tout ce qu'une personne mange, tout ce qu'une personne fait dans sa journée. Donc, vouloir le physique de quelqu'un qui partage seulement son petit déjeuner, en fait, tu sais pas ce qu'elle mange à midi, tu sais pas combien de pas elle marche par jour, tu sais pas comment elle s'entraîne en termes d'intensité. C'est des TCA au fond. Aussi, tu ne sais pas du tout ça, il y en a énormément. Elle pète un câble dès qu'elle mange 2-3 fois. Pour te dire, j'ai vu une statistique dans le milieu sportif, des sports à catégorie de poids et esthétique, 42% ont des TCA ou ont déjà développé des troubles du comportement alimentaire. Je pense surtout ils les développent pour la restriction que ça amène les sports d'esthétisme. Ou même les sports à catégorie de poids. Le power, ça a fait des ravages. Moi, ça m'a fait des ravages parce que quand ton prof te dit
t'as 3 semaines pour apprendre le mouvement, je te mets une préévaluation, tu sais que tu vas avoir 8, 10, 12 sur 20, et ben en fait, c'est soit tu pousses plus, mais tu sais que tu vas peut-être rater. Soit parce que tu perds du poids et tu descends de catégorie, c'est ça? J'ai fini dans ma salle de bain avec du cellophane, et j'ai perdu 9 kilos en une semaine. Quel enfer. Mais je suis arrivé le c'est jour pas là. sain, Ouais, ben non, en plus j'ai fait une mauvaise rétention d'eau, je l'avoue. J'ai coupé un peu l'eau et tout, enfin les choses comme ça va encore, j'avais des petites notions, mais ça aurait pu être grave. Bah on oui, le oui. sait très bien. Quand tu sais que genre en mode de voilà, t'as des choses et tout, que t'as envie d'avoir une certaine note, objectif ou quoi que ce soit. Bon, les boxeurs, ils sont tellement fous et tout que à la rigueur, maintenant c'est assez facile. Mais dans le power, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes dans le body. T'as 1 kilo et la pesée elle est dans une heure, c'est mort. Tu dois faire un truc extrême, quoi. Ouais. Et du coup, des fois, genre moi, du coup, je coupais pas tous les glucides, mais je bouffais full prot et tout pour voilà. Je buvais beaucoup d'eau et après, je coupais l'eau 24 heures avant. Ouais, mais tu vois, c'est pas fou, c'est même pas là, c'est pas forcément un TCA, mais c'est un cas extrême. Ouais, parce que t'avais une échéance, parce que t'avais quelque chose. Et après, pour retrouver ton équilibre, t'es perdu. Ton corps est perdu, ta tête est perdue. J'ai bouffé comme pas possible. Voilà, c'est ça, tu compenses. Voilà. Je me suis dit, bon, je vais avoir moins de poids, moins de force. Allez, je prends 400 mg de caféine. En fait, c'est ça. Et du coup, ton corps, il comprend pas, ta santé, elle empathie, ton mental aussi, ta vision de toi-même aussi, parce que du coup, si tu perds 9 kilos en une semaine, tu te reconnais plus. Et du coup, tu t'attaches soit à la version en bonne santé ou en mauvaise santé de toi, et tu t'accroches à une image et ça crée de la dysmorphophobie. Donc, tu te vois plus pareil, tu te ressens plus pareil, tu n'as plus la même alimentation, et du coup, tu te retrouves vraiment perdu. Et tu peux continuer dans un extrême ou un autre très facilement, en fait, parce que choper des mauvaises habitudes, c'est très facile. Ah oui, c'est très facile. Très facile. Et c'est difficile de s'en sortir, quoi. Parce que mauvaise habitude est égale à plaisir potentiellement court-termiste. Et du coup, en fait, c'est un peu ce qu'on recherche, la petite dopamine et tout, tous les jours. Et malheureusement, c'est bien pour certaines choses. Et moi, en fait, pour moi, c'est comme le poison, c'est la dose qui va compter. Tu peux avoir des mauvaises habitudes en mode... j'ai envie de faire un fast-food cette semaine parce que je suis en mode vraiment, j'ai fait une bonne semaine. De temps en temps. Ouais, voilà, tu vois, genre, tu sais, le référentiel, vois. c'est un peu un fast-food par semaine. Et ils en ont 2, 3. En fait, leur alimentation, tout va bien. Peut-être à un moment donné, ça va être compliqué dans le futur, à un certain âge et tout, parce qu'en fait, ils ont retenu ce rythme et que voilà, les carences vont commencer à se développer. La vision long terme, elle est ultra importante. La vision long terme et tout, il y en a, c'est même pas un fast-food par mois. Même pas. Et des fois, c'est question d'équilibre, de genre en mode trouver à peu près. Ça, je l'ai vu. J'ai eu des patients. Enfin, j'en ai eu un qui m'a contacté et qui mangeait tacos des fois midi et soir. Et ça, mais toute la semaine. Il travaillait là-bas. Je crois même pas. Je crois même pas. Et du coup, on va dire, il mangeait des tacos, on va dire grand minimum 5 fois par semaine. Et pas des petits ou quoi. Vraiment. Donc, en gros, 2000 calories. Quoi qu'il arrive, le tacos avec les frites et tout, t'as 2000 calories entre guillemets de gras. Et du coup, tu manges quoi le matin et le soir? Et en fait, il est arrivé en mode, je mange tacos, je me sens pas bien dans mon corps, enfin voilà quoi, j'ai pris du poids, etc., etc. Et en fait, on a tellement tout restructuré ou quoi, on a tellement travaillé sur son rapport à l'alimentation que, en fait, en commençant le suivi, il a eu un switch total où il s'est mis à fond dans le suivi. Tant mieux. Et je lui ai dit, attention. Voilà. C'est bien, ça va peut-être pas tenir. Exactement. C'est déjà bien d'avoir cette envie, mais des fois, il y en a et tout qui en parlaient tout sur les réseaux, mais genre quand tu veux vraiment changer l'habitude alimentaire ou peut-être le sport et tout de quelqu'un, c'est bête à dire parce que c'est quand même quelque chose de mal, mais 5 tacos dans la semaine, tu me réduis ça à 3. En fait, c'est ça. Faut y aller progressivement et que ce soit dans un extrême ou dans un autre. Même quelqu'un qui me contacte et qui mange pas du tout assez, je sais que en début de suivi, je vais pas lui mettre son maintien calorique parce qu'elle y arrivera pas ou il y arrivera pas, et je vais augmenter très progressivement. Je vais travailler sur la densité énergétique pour qu'elle ait l'impression de manger le moins possible mais avec le plus d'énergie possible, et etc. Le volume alimentaire, ouais. Exactement. Et du coup, en fait, il y a tellement de choses à comprendre dans l'alimentation que, en fait, quand on est face à soi-même ou quand c'est à nous de prendre la décision pour notre alimentation, on peut vite aller dans un extrême ou ne pas s'écouter, ne pas y aller progressivement parce qu'on est trop pressé. Et moi, je me bataille corps et âme dans les suivis, même dans mon discours sur les réseaux sociaux ou autres, ou même dans mon podcast, de dire que la vision long terme, il y a que ça qui fonctionne vraiment, que être progressif, il y a que ça qui fonctionne vraiment aussi, qu'il faut s'écouter et que ça sert à rien de trop s'imposer des codes et des règles, parce que même moi, à titre d'exemple, je me suis imposé mais un nombre incalculable de règles, de choses à respecter dans ma nutrition. Je me suis jamais sentie aussi en forme, en santé, avec un corps qui me plaisait que quand j'ai arrêté tout ça. Écouter ton corps. Écouter mon corps. Mettre les fondamentaux en base.
Et réguler petit à petit. Et réguler ma santé, enfin, où vraiment j'ai pris soin de moi, pas pour changer physiquement, pas pour afficher une certaine perf ou quoi. Des gens sur les réseaux et tout, genre juste ça. Juste et en fait, pour moi, en fait. Tu plais à toi Exactement. Et ça a tout changé. Tous les vraiment, jours, ça a tout tu changé. manges et ça donne une énergie pas possible. C'est comme la caféine et manger un énorme plat le midi. Mais t'as la digestion après, et du coup après tu tapes un chaos technique. Alors que moi maintenant j'ai plus de chaos technique. Je sais plus ce que ça fait le midi. Et j'ai plus ce crash de caféine parce que mais c'est ça. Sur les réseaux sociaux on en parlait tout, le côté rythme circadien, etc. et tout qui rentre en compte. Bien sûr. Maintenant bon j'ai la chance et tout au travail, j'ai le café, mais c'est bête, mais genre en mode le matin, maintenant je me réveille plus en mode à 7h du matin et je prends mon café à 7h10. Je prends mon café à 9h. C'est ça. J'ai la chance, mais ça arrive dans la majorité des travaux, du travail, ou même toi, du coup, t'es libéral. Même au quotidien ou quoi. T'es libéral, tu vois, tu pourrais te dire. Moi, le café, c'était une institution. Hein. Là, ça fait 1 mois, j'ai pas bu de café, justement. Ah, tu fais ta petite là, cure, là. En fait, quand je suis partie, quand je suis partie en vacances, du coup, j'avais pas accès à mon café. Et j'ai mon café. Et du coup, en fait, pendant 10 jours, j'en ai pas bu. Et j'ai tout fait pour pas en boire, de pas en commander, etc. Et en fait, quand je suis rentrée, après j'ai fait quelques jours à Lyon, etc. Et maintenant à Montpellier, je me suis forcée pareil à ne pas boire de café. Et à part le goût du café qui me manque un peu, l'effet du café ne me manque pas. Et en fait, j'étais totalement accro à cette sensation-là de ok, là je suis productive après, ou ok je prends mon café et après je charbonne, ou ok ma pause café de midi c'est mon seul temps de pause dans ma journée. Et en fait je corrélais trop le café à soit de l'ultra productivité, soit à mon seul temps off de la journée. Et là du coup j'ai plus ça. Plaisir, etc. Les gens en plus, les gens qui fument, ils ont aussi, cette apparence avec le café et la clope le matin. Et moi ça a tout changé. Et en plus là quand je t'ai dit j'ai fait ma prise de sang, j'avais un petit peu de cortisol à jeun. Et du coup ça a confirmé mon choix que c'était beaucoup mieux que je stoppe un petit peu le café pendant un temps. Alors ça veut pas dire que j'en boirai plus jamais, hein, mais je fais attention. Et franchement, j'ai tellement réduit, parce qu'après j'en buvais pas à 6 par jour non plus, hein, j'étais à 2, 3, plutôt 3. Sauf que c'est du bon café bien dosé, quoi. Des fois ils sont mal implémentés dans ta journée. Alors je faisais attention parce que j'avais les connaissances quand même. Mais il y en a, ça me propose des cafés à 16-17 heures. Ouais. Non, moi ça va. Mon grand maximum pour un café, je pense c'est 15h de mon côté, 15h30 grand max. Après je me couche tard aussi. Ouais, mais... Moi c'est 14 et je me couche à 23h aux alentours, donc j'ai mes 10 heures de plus de caféine dans le... Ouais, il faut 6 à 9h en gros pour la caféine. Donc mais je m'instaure 10 heures pour être tranquille au niveau de ça. C'est mieux. Et ouais, ça fait la diff. Et imaginons peut-être que c'est placebo. Honnêtement, si on dit que c'est bon pour ta santé et que c'est placebo et que t'as pas l'impression que c'est changé quoi que ce soit, peut-être à un moment donné ça va te changer quelque chose. Ouais, aussi. Hein. Moi l'effet placebo, j'y crois. Hein. Mais moi il faut s'en servir de toute façon. Ouais, parce que si vraiment ça marche pas, au pire t'as le cerveau qui dit que ça marche. Hein. Si ça marche vraiment pas sur ton corps, tu vois, exactement. que t'as pas pris ton pic d'énergie. Mais oui. Et moi justement, j'ai plus l'effet placebo de plein de choses parce que justement je me suis renseignée. J'ai plus l'effet placebo de la fameuse caféine avant l'entraînement ou quoi, parce qu'il y en a, c'est beaucoup ça. J'ai plus l'effet placebo. Exactement. Vraiment, c'est le Monster à 17h, à part c'est un job du soir, et encore pour moi le Monster c'est bien, genre en mode, enfin c'est composition, il y a rien de bien, tu vois. Oui. Mais on s'y habitue tout, c'est comme le Coca Zéro, etc. Tu vois, encore aspartame et tout. Bref, on en parle pas. mais genre en mode tu peux en consommer, mais moi je me rappelle mon ancien travail, j'avais le Leclerc à côté, j'avais la carte ticket resto, ça finissait à 5 Monsters par semaine. Ouais, c'est ça, et ça peut aller très vite. Et là, c'est la quantité qui pose le problème. Une Monster de temps en temps. Un Monster le samedi ou le dimanche. Exactement. Parce que je sais que je travaille pas. C'est un plaisir, et je vais pas arriver le soir à dormir, même tout ce qui est Coca Zéro, aspartame, enfin tout ce qui est édulcorant. Ça pour le coup, il y a des études qui ont prouvé que ça a pas d'impact, sauf peut-être sur les terrains, sur les pathologies digestives. Donc en soi, on consommait de temps en temps. Ou moi je dis toujours à une personne, si t'es en terrasse, si tu vas au bar 4 fois par semaine, tu fais 1 fois par semaine un verre d'alcool, et le reste tu prends un Perrier ou du Coca Zéro. Comme ça t'as ni calories, tu te régules aussi comme ça, tu vois. De sociabilité. Exactement. Et puis à un moment donné, tu penses pas parce que t'es pas là pour boire ce coup-là et pas discuter avec les gens, donc voilà. Non, c'est... pour moi, il faut trouver son équilibre. C'est le mot aussi. Hein. Mais vraiment, en fait, apprendre sur les fréquences, sur les quantités, comprendre quels sont nos réels besoins. Même, je le vois même dans des suivis, des patients qui, par exemple, me disaient « Ah non, moi, il me faut absolument une grosse assiette, un gros volume alimentaire, sinon j'ai encore faim. » Ça veut pas dire que tu dois prendre 150 grammes de... Ça veut pas dire que tu dois prendre 150 grammes crus de pâtes.
C'est ça. Et vraiment, du coup, moi, je fais des petits tests et je dis, ok, bah, on va voir. On va et moi, je le prends comme un challenge. Bah oui, en mode, non, mais il a cru vraiment que... C'est ça. Et du coup, je montre bien que c'est pas une question de quantité, de machin, et que il peut tout à fait ne pas avoir faim en régulant ses portions. Et là, du coup, il y a tout un switch qui est créé, de la confiance aussi qui est accordée encore plus parce qu'il voit que je l'ai bien conseillé, etc. Et là, du coup, vraiment, ça explose après au niveau des résultats, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est par rapport à ça, c'est quand même assez fou. Genre, mais les croyances qu'on peut s'imposer dans sa tête, dans son cerveau, troubles du comportement alimentaire ou pas, hein, d'ailleurs. Ah, mais ça change tout. Ça change tout. Genre, t'as un objectif et tout, tu te dis déjà, je vais pas y arriver, mais comment tu veux faire pour y arriver? Tu peux, hein. Mais waouh. Si tu te mets déjà, ça va être prenant, si tu te mets dans l'optique, voilà, c'est comme moi, j'avais aucune expérience en marketing pur. Je sors de management du sport à Stable, j'ai vu les bases du marketing, mais dans le sport. Okay. Mon patron, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu viens de Stable, genre en mode, t'as la carte de coach, pourquoi tu fais pas ça? Je dis pas parce que j'adore le marketing et tout, genre en mode j'ai envie d'apprendre ça et j'ai envie d'investir plus tard dans l'immobilier, donc genre voilà. Et j'étais en mode, mais si je me mets pas déjà dans la tête que j'ai envie de progresser, que c'est ça ton truc et voilà, que tu t'es prêt à te lancer et que t'as les compétences et que tu vas apprendre. Ouais, ou que en vrai j'avais pas tant que ça les compétences, mais moi j'ai toujours été caractérisé comme un couteau suisse, donc j'adore apprendre en fonction de si ça me plaît. Ouais. Donc genre en mode je suis arrivé, il m'a dit tu vas devoir faire ça, j'étais en mode ouais, et j'étais flippé, hein. Mais je suis rentré chez moi, j'ai fait ah bah ça va me sortir de ma zone de confort, mais ça va être incroyable. Ouais, et j'ai jamais autant appris en sortant de ma zone de confort et en faisant quelques petits réajustements, parce qu'après faut pas te mentir à toi-même. Moi je me suis beaucoup menti à moi-même sur l'alimentation. Okay. Bon ça va, genre j'ai pas la pire alimentation parce que j'adore cuisiner et tout, donc déjà c'est quelque chose de positif et tout. Mais ça, même quand genre moi j'ai une maman, elle nous a toujours fait énormément bien manger et tout. Okay. Mais tu sais que t'as du gras de partout et que t'as été habitué pendant 10-15 ans à faire ça. C'est pas que ça fait des ça, mais t'as des référentiels. C'est le pouvoir des habitudes aussi. Le livre Le pouvoir des habitudes et puis le référentiel que t'as. Je rentre chez moi, j'ai même pas une baguette de pain. Je rentre chez ma mère, j'ai je sais pas combien de baguettes de pain dans le congé, au cas où si on a faim, tu vois. Ouais. Déjà rien que ça, tu vois. Bon après le pain c'est pas mauvais à petite dose. Non, mais pareil, si t'en consommes en plus de tes repas de manière à grignoter et tout, bah ça reste un apport qui est pas équilibré en fait. Ça va vite, hein, farine, etc. et tout, ça c'est vite. ça. Donc ouais, non, vraiment pour le coup, je suis d'accord. Mais après ça, enfin ton alimentation ou même, enfin comme je t'ai dit, le plus important c'est d'apprendre à se connaître aussi. Et en fait, si t'apprends en te connaissant que grignoter c'est pas ton truc, que tu me disais les glucides le soir, pareil c'est pas trop ton truc ou quoi, en soi c'est ok. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde non plus. Et je trouve que maintenant, dans ce qu'on entend en nutrition, dans ce qu'on voit en nutrition, dans ce qui est développé comme discours, c'est tout le monde a son astuce miracle, tout le monde a sa solution pour perdre du poids, pour progresser ou quoi. Tout le monde a son astuce, mais en fait c'est tout le monde a trouvé son truc. Mais en fait, ça correspond pas à tout le monde, quoi. Mais en fait, ça correspond pas. Et des fois, tu sais, moi, genre, j'ai un discours en mode, ouais, mais moi, je fais ça, tu dois faire ça et tout. Moi, c'est pour ça que je partage pas trop mon alimentation ou autre sur les réseaux. Parce qu'après, ça va créer potentiellement des TCA ou des référentiels à d'autres personnes alors ou à tes clients. Mon alimentation, c'est mon alimentation. Elle me fait faire ça et tout, alors que elle, c'est pas du tout pareil et tout. Et en vrai, la personne, elle s'y connaît pas en termes de corps de métier, mais c'est parce qu'il y a une raison. On peut vite faire des raccourcis, Oui, voilà, on a surtout envie de faire des raccourcis en général sur plein de domaines, le sport, l'alimentation en ce moment, avec les réseaux sociaux, ça aide pas trop. De fou. Donc ouais, par rapport à ça. Et bah écoute, on arrive à la fin du podcast. J'ai une dernière question. Celle-là, elle va être pour tous les invités. Je pense que non, tu l'as pas lu. Je te l'ai pas envoyé. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Alors, en gros, c'est simple. Donc, comme tu le sais, le podcast s'appelle Équilibre Performance. Okay. Et en gros, la question est simple. C'est, voilà, tu as le mot équilibre et performance. C'est, est-ce que pour toi, dans ta vie, là où ça t'a amené aujourd'hui, donc, diététicien libéral et apprécier ta passion dans le sport et l'alimentation, est-ce que c'est pour toi l'équilibre dans ta vie, donc, d'avant qui t'a amené, la performance? Donc dans le domaine de la diététique libérale, ou est-ce que la performance, le fait en fait d'être à la fond dans la diététique à fond, qui t'a amené un équilibre de vie? Ah, je dirais plutôt le deuxième. La performance qui t'a amené un équilibre. Ouais, en gros, comme je t'ai dit, le fait de m'investir dans le power, de m'investir dans ma boîte, ça m'a priorité à une. Ça m'a fait comprendre plein de choses sur moi, qui m'a amené par la suite, parce que j'ai touché des extrêmes, à trouver mon équilibre. Okay. Donc je pense que c'est plutôt la deuxième option. Ouais. Moi, je crois que je le dirai dans chaque épisode, mais pour moi, c'est mon deuxième avis aussi. C'est la performance qui amène l'équilibre. Même si là, du coup, actuellement, dans ma vie, je pense que j'ai trouvé un équilibre. Mais je vais aller chercher ce petit plus de performance que des fois, t'es peut-être pas satisfait d'avoir pas on veut toujours plus, de toute façon. Ouais, c'est la nature humaine, mais surtout en mode genre en mode tu veux aller plus parce que on est fait comme ça et parce qu'en mode t'as peut-être pas un regret, mais genre une sensation un peu d'amertume
dans un domaine que tu sais que t'aimerais bien développer, genre peut-être pas l'alimentation, mais déjà améliorer l'alimentation, c'est trouver un équilibre pour ta vie qui va t'amener de la performance dans le sport, la vie professionnelle, le sommeil. Moi, ça m'a complètement changé mon sommeil, le fait de diminuer mes glucides le soir. Moi, je sais que je fais tout en soi pour ma santé. Ouais. Genre vraiment. Normal. J'ai compris très jeune à quel point c'était important, tu vois, d'être en bonne santé, de tout faire pour être en bonne santé. Et du coup, en fait, moi, c'est mon ambition première et je le dis toujours à mes patients. La première chose pour laquelle je vais appliquer des changements, c'est pour ta santé. Pour moi, c'est toujours l'objectif numéro 1 à chaque fois que je mets quelque chose. Santé mentale, santé physique, santé générale, santé physiologique, enfin tout. Et ensuite, après, si ton objectif c'est de perdre du poids, là, bien évidemment, ce sera pas oublié. Mais sache que tout ce qu'on mettra en place dans le protocole, dans le processus, en premier lieu, je veux que ça corresponde à une vision long terme, à une bonne santé, et ensuite que ça t'apporte les résultats que tu veux. Et en fait, les patients, du coup, ils me font confiance et j'ai souvent, il y en a qui m'envoient des messages 6 mois, 1 an après leur suivi pour me donner des petites nouvelles ou autres, ou même j'ai suivi une femme enceinte aussi pendant toute sa grossesse et même un petit peu après, et elle me disait les médecins ils sont ultra positifs parce que ils me disent que j'ai pas pris trop de poids pendant ma grossesse, que je suis en super bonne santé, que mon bébé il est pile à la bonne taille, qu'il a que tout va bien en gros. Et je me suis dit OK. Ouais, t'es super content d'avoir aidé une personne à ça, clairement. Qui fait ça parce que on sait très bien que pour les femmes elles peuvent vite prendre du poids pendant la grossesse. Et des fois, c'est pas bon, entre guillemets, potentiellement pour le bébé, et le fait de lui amener un équilibre et tout. Voilà, peut-être moins de maux de dos, etc. Tu vois, des choses bêtes. Des détails bêtes en soi, mais vraiment, ça fait toute la différence. Voilà, parce qu'en plus, là, il y a le côté hormones qui travaillent. Les hormones, tu les contrôles pas, que tu le veuilles ou non. Tu fais des bilans sanguins, tu peux faire ce que tu veux, tu les contrôles pas. Ça peut switch d'une minute à l'autre ou d'une journée à l'autre. Franchement, c'est hyper intéressant. Et puis, peut-être tu vas pas conseiller quelqu'un qui mange déjà pas mal de protéines et qui pense que c'est le fait de manger plus de protéines qui va le faire prendre plus de muscles. Alors peut-être son foie, il est en train de prendre déjà un peu tarif. Ouais, foie, rein. Le rein, globalement. Mais non, après, c'est comme vraiment pour tout, pour l'alimentation. Ce qu'il faut, c'est comprendre ses propres besoins à soi, les appliquer à son organisation. Parce que, je sais pas moi, quelqu'un, tu me parlais de jeûne intermittent ou autre, quelqu'un qui se lève super tôt le matin, qui peut manger qu'à 15h ou quoi, s'il a rien à manger, peut-être qu'il va pas être aussi productif que s'il prenait un bon petit déjeuner, etc. Et là, du coup, il est obligé, entre guillemets, de prendre un petit déjeuner. D'autres personnes qui, justement, se lèvent un peu tard, ont l'occasion de manger assez tôt le midi. Et là, du coup, ils ressentent pas la faim le matin et il y a aucun souci là-dessus. Mais en fait, il y a plein de personnes qui ont des caractéristiques différentes ou autres. Il faut s'adapter, il faut pas non plus se ramener à un référentiel de tel ou tel type de personne, même si tu peux prendre les informations à droite et à gauche, parce que peut-être le style de vie et puis il faut essayer les choses. Ouais, moi j'ai fait que le but c'est d'essayer. Je pense moi j'ai tout essayé. Tu te dis bon voilà, là c'est bon, j'ai testé, j'ai mis un peu de temps là-dessus, ça a rien donné. Ouais, moi j'étais végétarienne pendant 3 ans, j'ai testé vegan un jour sur 2 pendant 1 an. J'ai testé le jeûne intermittent, j'ai testé le petit déjeuner, j'ai testé pas de glucides le soir, beaucoup de glucides le soir. Enfin vraiment j'ai tout testé aussi pour me connaître et reconnaître mes ressentis ou autres par la suite. Pour les clients aussi. Exactement. C'est une expérience personnelle. Après, je base pas mes ressentis et ma propre expérience dans mes suivis parce que c'est pas scientifiquement prouvé ou autre. Mais je comprends mieux. Ou des petites logiques, on va dire, qui fait que tu vas éviter de faire tel ou tel type d'erreur avec la première semaine de suivi à la personne. Ou même pour le régime végétarien vegan, je comprends les enjeux. Je sais quoi acheter, je sais où faire ses courses. Et en fait, ça m'apporte des connaissances absolument incroyables. Même pour des idées de recettes ou autres. Pendant très longtemps, j'ai énormément cuisiné. Là, je me remets doucement. Mais du coup, c'est des choses qui me servent dans ma pratique parce que ça peut s'appliquer au quotidien de pas mal de personnes aussi. Et franchement, c'est trop, trop bien. Mais ouais, faut tester, faut expérimenter. Faut pas aller dans les extrêmes, faut s'écouter. Et moi, je conseillerais toujours de se faire accompagner, de pas avoir peur de faire confiance, de communiquer sur ça, surtout quand il y a des pathologies, troubles du comportement alimentaire ou toute autre pathologie, parce que mine de rien, c'est un métier, c'est une expertise, ce que je propose, et c'est sûr que ça fait vraiment la différence de pas se retrouver tout seul face à ces problèmes en soi, vraiment. Même pour tout, pour n'importe quel sujet. Te faire accompagner ou te faire aider, d'avoir quelqu'un qui une oreille, on va dire, qui t'écoute. C'est ça. C'est pas un échec de demander de l'aide. Moi, je l'ai pris souvent comme ça. Ça va, j'ai un peu le switch et tout. Bon, j'étais jeune et tout, j'ai pas demandé de l'aide, tu sais, pour les devoirs, les choses comme ça et tout. Mais maintenant, j'ai très ce truc en mode, je suis pas bon dans un truc, c'est ok. La personne en face, soit il faut que je la paye, soit peut-être qu'elle va me donner un conseil gratos.
bah j'y vais, je vais demander, genre j'accepte, tu vois, genre mettre un peu son ego de côté. Et franchement, moi je l'ai mis à plein de choses et je regrette pas. À chaque fois, j'ai que des bons tips. J'ai eu du mal. Ah ouais, t'as eu du mal? J'ai eu du mal, même déléguer. Commencer à déléguer ma boîte et tout. Non mais ça, laisse tomber. Mais quelle horreur, mais c'était dur. On en parlera une fois que tu l'auras monté, ouais. C'était très dur, mais vraiment pour le coup, faire confiance à quelqu'un d'autre, déléguer, donner de sa confiance, donner de son temps à quelqu'un, en attendant quelque chose aussi en retour. Enfin moi, pour le coup, il y a aucun souci pour ça, mais j'ai déjà consulté une psychologue et en fait, j'arrivais pas à 100% à lui parler et surtout j'étais en mode, en fait si elle peut pas m'aider, en fait j'avais beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes parce que j'avais attendu trop longtemps justement avant de consulter par exemple. Ouais, moi aussi j'ai consulté, mais en fait là, elle m'a pas correspondu moi. Voilà, c'est ça. Et elle me correspondait ça veut pas. pas dire que son expertise elle est pas bonne. C'est que peut-être que elle a, c'est pas, elle a pas apprécié ce que t'as à dire parce que c'est un peu son job, mais peut-être que toi t'as pas trop apprécié sa vibe ou genre son temps d'attente, enfin d'écoute par rapport à toi. Ou juste j'étais peut-être pas encore prête, mine de rien. Oui, aussi. ça peut. Je pense que ça peut jouer. Il y a tellement de facteurs par rapport au fait de consulter une ou un psychologue. C'est vrai que mais quand tu te sens prêt en général, tu le sens quand même un petit peu. Tu sens que t'en as besoin. C'est vrai. Mais c'est pareil pour un suivi diète. Le nombre de personnes que j'ai au téléphone, par exemple, en prise de contact, ils sont pas prêts. Et il y a aucun souci là-dessus. Et moi, je force jamais personne à commencer un suivi. Je veux aider les personnes qui veulent être aidées. Je veux aider des personnes investies. Ça, c'est clair et net. Et je m'imposerai pas à quelqu'un. Par contre, si je peux participer au déclic de la personne, je vais tout faire pour parce que, comme je t'ai dit, je sais ce que je peux lui apporter. Ça sert à rien. C'est un petit rien de rien du tout. Et sinon, t'aurais pas eu autant de clients parce que t'as quand même eu pas mal de clients. Genre, on est à plus de 200, 300 clients. 350 maintenant. On a passé le cap des 350 en 3 ans du coup. Franchement, incroyable. Ouais, franchement, c'est une grande fierté. Je me rends pas trop compte vraiment de tout ce que ça représente très sincèrement. Même quand tu seras à 1000. Ouais. J'espère. Ouais, t'auras après sur une carrière, je pense. Voilà, tu vois, mais non, c'est normal, mais tu te rends compte, je pense, c'est comme le truc pic de dopamine à l'instant T, c'est quand on t'envoie un message. T'as ce petit pic où genre tu te dis, ok, j'ai eu 350 personnes, mais j'ai adoré peut-être accompagner cette personne, ou cette personne m'a dit un mot hyper touchant. Je sais pourquoi je le fais. Je me souviens presque de tout le monde, je pense. Ouais, ou peut-être le premier. Le premier, en général, sur les premières fois dans moi, j'ai des gros flashs dans ma pratique, des messages qui m'ont marqué, des prises en charge, ou même, dans les compétitions de power. Moi, des fois, je rencontrais, du coup, en vrai, les suivis, et ça me faisait toujours un petit truc. Alors, c'est pas devenu des amis ou autre, mais je sais pas, il y a cette petite satisfaction là de me dire ok, je l'ai accompagné, je ça, là il est sur le plateau et il a réussi à s'apaiser grâce à moi, ou là je sais que sa prépa s'est bien passée, donc trop bien, il va performer, ou ainsi de suite. Et en fait c'est très satisfaisant, et c'est là que je me rends compte du travail qui a été fait aussi, avec les retours, avec les messages. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous collaborez avec quelqu'un, si vous êtes satisfait, dites-le, parce que nous ça nous aide tellement. Ah oui, la qualité du travail sera encore plus grande parce que en fait t'es motivé, c'est comme tout, t'as un salaire, t'as encore plus l'augmentation de salaire, c'est ça. T'es plus motivé, tu diminues ton salaire, t'es moins motivé, tu vois, à part s'il y a des raisons économiques de l'entreprise, tu vois, ça peut arriver. Mais voilà. Donc écoute, c'était top, merci d'être venu. Avec grand plaisir. C'était incroyable et tout, genre, on aurait pu continuer 4 heures, je pense. c'est que déjà, tu vois, genre entre guillemets, il y a le feeling entre les deux personnes qui sont là, et surtout tu sens quand la personne en face elle écoute des podcasts. Ok. Même si tu me l'as pas dit, bon, je sais que t'as ton podcast encore différent, on en a même pas parlé d'ailleurs, désolé, mais je pense que là c'est déjà bien long. Mais c'est pas de vraiment, mon podcast c'est plus pour développer des sujets que je développe pas sur Instagram ou quoi. Poser des mots sur en long format, tu vois. C'est ça. C'est une conversation, et puis en général tu ressors. Moi je ressors. Bon, moi je produis le podcast de mon patron, mais je ressors, même si l'invité au début, au premier abord, je pensais pas qu'il m'intéressait, ou même le produit qu'il vend ou le service, je ressors avec une énergie folle. Genre en mode, j'ai envie de tout exploser. C'est très motivant, je trouve. C'est très motivant, genre en mode, tu sais que t'as parlé avec quelqu'un qui est un peu dans la même vibe et tout, genre c'est... c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, bien évidemment, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Du coup, mon Instagram, c'est FPDiet, FPDIET. Donc, ça sera dans la description. Et après, sur Instagram, il y a tous mes liens. Il y a mon podcast, c'est Jour de bilan, tout simplement, de FPDiet. Donc, ça se retrouve très facilement, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et après, vraiment, j'ai une chaîne YouTube aussi que je tente tant bien que mal à développer, mais ça demande du temps. Ouais, YouTube, c'est le plus compliqué, mais c'est le plus, pas qualifié, mais le plus intéressant. Moi, je pense que j'ai moyen de faire quelque chose de très bien sur YouTube, mais je manque de temps. Tu as très bien raison, je suis monsieur YouTube depuis 10 ans, tu vois, je fais que écouter YouTube. C'est trop bien. Et c'est pour ça que YouTube, tu sais, c'est entre 10 et 1 heure, des fois, les vidéos. Enfin, entre 10 minutes et 1 heure. C'est pour ça que peut-être que le podcast on kiffe, tu vois, quelqu'un qui n'aime pas YouTube, c'est peut-être différent de l'amener sur du format très très long. Ouais, c'est vrai. Il y a la vidéo là.
Bon, elle aura plus ou moins. On vous verrez que Fanny. Il y aura des parties pour moi, mais vous verrez que Fanny. Mais c'est pas grave, c'est le plus important. Je suis pas là pour mettre en avant, ça m'est complètement égal. C'est pour mettre en avant justement les personnes comme toi, clairement. Bah après, c'est le premier, c'est pour ça. Ouais, c'est le premier, et puis je vais vite comprendre le problème de la caméra. Mais ouais, non, pour le coup, ouais, tous mes réseaux sociaux, c'est FP Diète. Et vraiment, me contacter sur Instagram. J'ai des appels gratuits, j'ai pas mal de contenu un petit peu sur tous les sujets. Ouais, clairement, ouais. Donc, allez voir, franchement, c'est hyper intéressant, c'est très bien expliqué et tout. On va à l'essentiel et c'est ce qu'il faut de toute façon. Bah de toute façon, c'est sur les réseaux, t'es obligé d'aller à l'essentiel maintenant. Clairement. Bah écoute, merci à toi Fanny. Avec grand plaisir. Merci surtout pour l'invitation, pour le premier guest. Ouais, le premier sera pas le dernier, t'inquiète. Et puis voilà, et puis peut-être un deuxième épisode dans 1 an ou 2 ans ou quoi que ce soit pour si voir un peu la autres, mise à jour de ce que tu fais toi. C'est une bonne question ça. Ouais. Même moi j'ai envie de savoir là. Ouais, tu vois. Et surtout toi, voilà. Je te jure. Donc voilà. Bon allez, salut l'équipe. Merci encore.